Salut YouTube, bienvenue dans le deuxième épisode du débrief littéraire. Aujourd'hui, on débriefe d'Eretilia, tome 2. Dans le rôle de l'interviewé, vous aurez ma personne. Dans le rôle de l'intervieweuse, vous aurez Bazar des Fées qui est avec nous en vocal. Est-ce que tu vas bien, Bazar des Fées ? Et oui, ça va très bien. Salut Saslil, salut YouTube et salut Kimi qui nous rejoint Et dans le chat. oui, Kimi qui nous rejoint pile au moment où on vient d'invoquer la VOD de YouTube. Voilà, Kimi, elle le sait. Elle sait quand YouTube est là et elle arrive. Donc voilà, donc si tu n'as pas regardé YouTube, la première VOD du débrief littéraire, je t'invite à aller la regarder. Elle sera dans la description. Je te mettrai une petite pastille ici pour que tu puisses aller la voir. Et puis comme ça, tu pourras savoir un petit peu tout ce qu'on va dire. Et comme on le disait avant de lancer le live, on va parler de la suite d'Eretilia qu'on avait vu dans ce premier live. Donc, on va continuer sur ce qu'on avait vu, mais on va aussi faire en sorte que si vous découvrez ce format-là, vous puissiez quand même comprendre un petit peu de quoi il s'agit. Voilà. Oui, et n'hésite pas à me dire, Kimi, je vois que tu es sur mon live à moi, je viens de mettre la musique, tu me dis si on entend bien la musique, ma voix et celle de Saslil. J'ai remis la petite musique que j'avais composée pour Eretilia tome 1. Donc on va se la réécouter comme on avait fait exactement pour le débrief du tome 1 qui était donc il y a pas si longtemps que ça, et moi j'ai envie d'attaquer directement sur les questions générales parce que allons-y, commençons. parce que moi je constate une première chose, c'est que comme tu l'as dit, c'était il y a pas si longtemps que ça le débrief du tome 1. Et donc là, on est sur le débrief du tome 2. Alors, ma première question, c'est depuis le tome 1, t'en es où dans ton goût pour la littérature, dans ton goût pour la lecture ? Moi, j'ai l'impression que tu l'as lu très vite, ce tome 2. Le tome 2, j'ai commencé quand ? Tiens, attendez, il faudrait que je regarde parce que j'avais mis un message pour me souvenir de quand est-ce que je l'avais commencé. En tout cas, tu étais déjà en train de le lire quand on était j'avais sur le déjà débrief du tome 1, ça je me rappelle. Eh bien, j'ai commencé la dernière semaine de novembre et je l'ai terminé le 17 décembre. Donc j'aurais mis 3 semaines, 1 mois. Oui, c'est ça, j'avais tablé sur 3 semaines pour pouvoir le lire. Alors, faut quand même préciser que le tome 2 est plus court que le tome 1, donc c'est aussi normal de le lire plus vite dans l'absolu. Mais j'ai quand même l'impression que tu l'as lu plus vite que le tome 1, mais peut-être que je me trompe. Eh ben en fait, je l'ai lu à peu près à la même vitesse que le tome 1, mais du coup, c'est-à-dire à raison de 1 à 2 chapitres par jour. Mais du coup, comme il est plus court, forcément, ça fait moins de jours consacrés à la lecture du tome 2. Donc pour moi, je suis allé au même rythme. Là-dessus, j'ai vraiment l'impression d'avoir été au même rythme pour dévorer Eretilia tome 2. Du coup, par rapport à la question, où en es-tu dans ton goût pour la littérature / la lecture ? Est-ce que ça a un peu évolué encore depuis la dernière fois ? Disons qu'en un mot commençant, j'ai consolidé les bases. Voilà, je confirme que j'ai toujours un attrait pour la littérature. Faut pas non plus trop que j'essaye de me gaver parce que sinon je sature. Mais voilà, je consolide les acquis de la lecture du tome 1. D'accord, donc je rappelle que tu avais déclaré que le tome 1 t'avait redonné le goût de la lecture. Tout à fait. Après m'en être tenu éloigné du format physique des livres, parce que de la lecture, j'en fais beaucoup sur mon ordi, et pas beaucoup de livres, mais j'ai envie de m'intéresser à plein de choses maintenant. Et cette envie est toujours là aujourd'hui. Eh ça tombe bien, ça matche très bien avec la deuxième question qui est, mis à part Eretilia, tu, entre guillemets, consommes quoi comme fantaisie en ce moment ? Comme fantaisie, au-delà, pas que sur les livres. Ouais, pas que sur les livres, parce que je sais pas si tu lis d'autres livres à part Eretilia. Pour l'instant, non. C'est vrai que je lis qu'un seul livre à la fois et je prends vraiment du temps. Donc, pour parler des autres médias, là, dernièrement, et je l'ai recommandé à Bazar des Fées, je suis en train, au niveau du monde fantastique, de regarder, j'ai terminé Le Prince des Dragons, saison 7 qui vient de sortir sur Netflix, une série absolument formidable que je conseille à toutes et tous de regarder. Voilà, les premières saisons sont intéressantes et à partir de la saison 4, ça devient, mais alors... haletant. On n'a qu'une hâte, c'est de savoir la suite à chaque fois. Et voilà. Qu'est-ce que je regarde d'autre ? Non, je crois qu'en ce moment... Il me reste 2 épisodes. Ah oui, donc épisode 5 du coup. 7. Il me reste 2 épisodes. Il y a 9 épisodes.
C'est ça, il y a Ah 9 d'accord. épisodes Ah oui, dans c'est vrai. la Je 7e saison et Voilà, pour donc vous dire justement à quel point je l'ai regardé tellement vite qu'en 2 jours, c'était torché. D'habitude, il me faut en général un épisode par jour, mais là, j'ai tout torché. ouais, moi je pense que j'aurais fini ce soir a priori. Mmh. Mais sinon, ouais, au niveau des médias fantastiques, bah, c'est à peu près tout, quoi. Parce que sinon, bah, au niveau jeux vidéo aussi, bah, je joue toujours à Zelda Breath of the Wild, que vous pouvez venir observer sur la chaîne en live le mercredi après-midi. Et sinon, bah, c'est globalement tout, quoi, pour l'instant. D'accord, donc oui, parce qu'on avait un peu parlé la dernière fois de ton, goût pour la fantasy, tu pas eu de nouvelles, découvertes ou envies, par rapport à, tes récentes lectures ou autres? Bah, ouais, on va dire ça, non, pas plus que ça, en fait. Voilà, je suis resté globalement là-dessus. Bah, tu me diras en plus, justement, et c'est ce qu'on disait, il s'est pas passé beaucoup de temps finalement depuis le premier React littéraire, hein. Il date du 11 Ouais. décembre. C'est à 3 jours près, un mois qu'on l'a fait. Donc, je peux commencer à m'ouvrir à des choses, mais c'est que le début, quoi. Ça va venir surtout sur les prochains mois, quoi. Et surtout si j'entends parler d'autres choses, parce qu'il faut aussi que j'entende parler de choses. Moi, en tout cas, je me suis remis, entre-temps, je me suis remise à Fire Emblem, auquel Ah je joue, oui! toutes les semaines sur ma chaîne et donc ouais, ça et je maintiens que, Fire Emblem et Eretilia, il y a vraiment une vibe, commune. Donc vraiment, pour moi, en termes de fantasy, en ce moment, je suis également donc dans, c'est pas l'interview, c'est pour toi, mais bon, je peux aussi dire où j'en suis moi, Bah comme ça oui. ça nous met à égalité. Moi, je suis effectivement dans Le Prince Dragon. Alors, j'aimerais juste d'ailleurs, faire une petite parenthèse quand je disais: «Ça se regarde» et tu as dit: «Ah, ça a pas l'air, ça t'a pas l'air de plus aimer que ça». Moi, j'ai toujours eu un problème avec Le Prince Dragon depuis la saison 1, Ouais. c'est je trouve que, ça manque de figurants. Parce que on est quand même sur des royaumes et je trouve que des fois on a un peu l'impression qu'ils sont 15 quoi dans le royaume et Ah, je suis d'accord, ouais. Mmh. ça m'a toujours un peu perturbé. C'est pour ça qu'à chaque fois que je me relance dans une saison du Prince Dragon, les premiers épisodes, je me réacclimate toujours difficilement Mmh. à cette vibe-là, mais dès que du coup on est quand même centré sur les persos et les persos sont cool. Et je précise d'ailleurs pour les gens dans le chat qui aiment la représentation LGBT que c'est une des meilleures représentations LGBT que Ah, je suis j'ai d'accord. vues. Ah ouais, ouais, Là vraiment là, une je des je meilleures que j'ai je vues. je soutiens là aussi en termes de diversité et de représentation, là la série fait fort et elle coche toutes les cases sans pour autant, faire du forcing, quoi. C'est pas: «On va mettre de la diversité pour mettre de la diversité». Non, ça s'entend bien que c'est, intradigétique, que c'est organique, Ouais, que c'est pas les scénaristes qui noircissent le tableau pour dire: «Eh regardez, 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 on fait ça». Non, c'est non, vraiment c'est très le fluide. ouais, C'est oui. très fluide avec Mmh. l'univers et vraiment, ça passe bien et franchement, en plus, je trouve que par rapport à pas mal de représentations, notamment de couples LGBT qu'on a dans certaines séries, notamment certains dessins animés, je trouve que, c'est parmi les représentations les moins toxiques que j'ai vues parce que c'est vrai que, on pourrait en parler un jour sur d'autres dessins animés de fantasy, hein, Mmh. mais des fois on voit des relations, LGBT qui sont mises, qui sont pas inintéressantes, mais qui sont beaucoup plus, à mon sens, questionnables. Alors que là, on est vraiment dans des trucs, des relations assez saines, hein, pour la plupart d'entre elles, Mmh. dans Dragon Prince et pour autant, souvent assez complexes et intéressantes. Donc, voilà, un vrai kiff. Et quant à Fire Emblem 6, eh bien, je en dirai pas plus à part que, ça me rend heureuse d'y jouer et j'avoue quand même que pour les soldes Steam, je me suis chopé quelques petits jeux. Peut-être qu'on aura l'occasion, mais Ah! j'ai pas encore eu l'occasion d'y jouer, donc Tiens, on tiens, aura peut-être. tiens. Mais toi, en l'occurrence, tu t'es pas chopé de jeu, par rapport aux soldes Steam, Si, soldes je m'en suis d'hiver? chopé quelques-uns que je me réserve pour les moments où je serai un peu plus, dans le chill, où je sais pas quoi faire, où j'ai pas de jeu prévu. Mais voilà, j'ai un jeu notamment, mais j'en dis pas plus pour l'instant, que j'ai prévu de faire, mais vraiment en mode chill. Là, pour le coup, c'est vraiment, on débranche le cerveau, on discute de tout et de rien, voilà, on laisse pisser. Et des jeux de fantasy que tu t'es pris peut-être? Non, non, pas de jeu de OK. fantasy dernièrement, non. Mmh. Bah, OK, pas de fantasy pendant les soldes Steam. Ça roule. Bah, prochaine question.
Est-ce que tu envisages un format lecture sur ta chaîne Twitch? J'ai réfléchi beaucoup, effectivement, au format de lecture Twitch parce que, alors, opinion, comment on appelle ça? Opinion non populaire. À ce qui paraît, les gens adorent, ou plutôt aiment bien m'entendre parler, raconter. Ils trouvent mon timbre de voix intéressant et la façon dont je formule mes phrases, pareillement. Je sais pas moi ce que vous en trouvez, Kimi. Un bouquin, ça se lit au coin du feu. Alors, Ah, attends, parce que Kimi est toujours la meilleure. J'adore rire. voilà, elle accorde d'un j'adore rire sur mon live. Voilà. Bien sûr. J'aimerais bien, mais après, moi, je sais pas, enfin, parce que j'arrive pas encore à me situer. Les gens disent qu'ils aiment bien ma voix, mais je sais pas qu'est-ce qu'ils aiment particulièrement sur ma voix. Moi, si vous m'écoutez, je vais dire que je déteste ma voix, que je supporte pas la voix telle que vous l'entendez. Voilà, c'est autre chose. Donc, je réfléchis à ça. Mais d'une part, je sais pas trop quoi lire et qu'est-ce que je peux apporter en fait, parce que c'est quand même un sacré exercice et j'entends au niveau des cordes vocales et je le vois moi au niveau de mes streams politiques où justement je suis capable de parler pendant 3 heures parce qu'il faut meubler pendant 3 heures sur des sujets politiques. Bah ma voix elle a du mal à tenir, donc en vrai c'est aussi un exercice respiratoire si je peux dire. Bah, moi, en l'occurrence, pour avoir fait un live lecture de 2 heures, donc c'est la première fois où je faisais vraiment un live lecture, uniquement lecture, hier, avec un petit feu de cheminée qui crépite. J'ai Kimi qui m'a dit que c'était un format qui était très chouette. Moi, quand je me réécoute, je vois quand même les moments où je me dis que j'aurais aimé mieux lire certains passages. Et j'ai envie de te dire, ça se travaille, hein. Mm. Le mieux, c'est vraiment en pratiquant, en se réécoutant. Alors oui, certainement, tu as envie de crever en réécoutant ta voix, mais tu peux aussi retravailler, voir les moments où tu as été mieux que d'autres. Donc, je pense que c'est quand même aussi un peu une volonté. Mais je crois que de toute façon, c'est comme pour le reste, il faut se laisser guider par le kiff. Bon, en l'occurrence, j'ai lu ce que notre amie commune m'a prêté, Reine de l'Ouest. Donc c'est très livre dont vous êtes l'héroïne, avec des éléments érotiques. C'est hyper fun. Moi, franchement, ça comme lecture live, j'aime beaucoup. Et donc, je pense que si un jour tu veux faire une lecture, pense juste à qu'est-ce que toi te ferait marrer. Et après, tu verras ce qui te plaît, ce que tu peux améliorer, etc. Ce sera mon conseil. Eh ben écoute, j'en prends donc, note. Question suivante, c'était quoi tes attentes sur le tome 2 d'Eretilia? Bah, bon, pour le coup, allez, je vais refaire la même que pour Eretilia tome 1. J'avais pas vraiment d'attente en fait. Comme d'habitude, quand je découvre un livre, et là, même si c'est la suite, mais pour moi, ça reste quand même une nouvelle découverte. C'est un nouveau chapitre entre guillemets de l'aventure Eretilia. Donc j'avais pas d'attente. En fait, moi j'ai jamais trop d'attente. J'attends de voir ce que propose la personne et à la fin, je suis capable de dire oui, je suis d'accord, non, je suis pas d'accord, oui, ça m'a plu, oui, ça m'a pas plu, mais j'ai jamais de comment je pourrais dire de d'attente en fait, oui voilà, je cherche un autre mot mais il vient pas donc je vais dire d'attente avant de découvrir une œuvre. D'accord, ok, bah écoute, c'est très bien. Ça va nous Pour permettre justement rester d'enchaîner. le plus neutre possible. Voilà, c'est un petit peu ça que je voulais dire. Je me rends compte que j'ai pas terminé ma phrase. Mais est-ce que la neutralité, c'est possible? J'ai dit essayer d'être le plus neutre possible. Je dis pas que je le suis. Mais Très bien, très j'essaye de bien. tendre vers la neutralité. Ok, très bien. C'est entendu. Ça nous laisse à notre dernière question générique qui sera en fait strictement la même chose que ce qu'on a fait la première fois, à savoir je vais prendre la 4e de couverture du tome 2 d'Eretilia, donc Eretilia, livre 2, l'héritage d'Enora de Merima Hellstrom, qui nous rejoint en live. Ah, Et Merima! coucou Merima, Coucou! incroyable. Comment vas-tu? Bonne année Ouais, au passage. Bonne année bonne YouTube aussi. année. Hein. Ouais, Bonne prenez année à tout le bien. monde. Hein. Ça fait plaisir de te voir. Tu arrives au moment où on va rentrer dans le vif du sujet de l'œuvre. Donc c'est merveilleux. Donc on est avec l'autrice Merima Hellstrom en direct La sur superstar. son live. Ouais, c'est merveilleux. Et vraiment, vous pouvez retrouver. Moi, j'ai épinglé le site de Merima si ça vous intéresse d'acheter ses livres.
C'était intéressant et peut-être qu'un jour on se fera une petite table ronde pour parler du Prince des Dragons ensemble, Oh avec oui. Mérima qui elle-même consomme le Prince des Dragons. Bah, en même temps, Alors, entre fans de dragons, c'est ça. Je crois que je suis quand même la moins fan de dragons. Je devais bosser, mais ce sera pour plus tard. Bah, t'as bien raison, mmh. Mérima. Bosser, c'est pour les ringards. Et en plus, n'oublions pas, voilà, alors je te le dis avec un jour de retard, mais joyeuse mort de Le Pen. Voilà. Voilà, je tenais juste à le dire. OK. Ah, il y en a un qui voulait pas que je dise ça sur un. Non, non, mais parce que j'ai la 4ème de couverture sous les yeux là, c'est je Ok. Et ben, on va se lire la quatrième de mmh. couverture. C'est parti. Eretilia, livre 2, l'héritage d'Enora. Après 20 ans de paix relative, l'Empire s'apprête à commémorer la libération des mages élémentalistes. Quand les renégats attaquent la capitale en pleine cérémonie, provoquant de nombreux morts et blessés, Alma et Nolan n'ont d'autre choix que de se lancer à leur poursuite. Au cours de leur mission, ils devront réapprendre à se connaître. Ils découvriront également ce qu'est réellement l'héritage d'Enora. Alors, voici quatrième de couverture. Avertissement de contenu, violence, guerre, sang. D'ailleurs, couverture, si tu peux la montrer à l'écran, toujours de l'excellent Nicolas Jamono qu'on embrasse. Hein, très, 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 très belle couverture, comme toutes les couvertures d'Eretilia. Alors, donc, comme la dernière fois, Saslil, rajouterais-tu quelque chose pour présenter le roman? Eh ben, la 4ème de couverture, évidemment, bon, elle a été bossée. Moi, je dirais que, on pourrait glisser un petit mot pour dire que ce tome va nous faire voyager. On va C'est vrai qu'on voyager. bouge pas mal. Mmh. Disons qu'on est moins sur des scènes qu'on a l'habitude de voir dans le tome 1, on est sur de nouveaux environnements et ce livre-là, alors le tome 1 était déjà une invitation au voyage, mais on allait d'un point A vers un point B. Là, en fait, pourquoi je parle de cette histoire de voyage, c'est que tout simplement on part d'un point A, mais on ne sait pas où est le point B. Et c'est le but du tome 2, c'est de trouver où est le point B, en fait. Et c'est pour ça que je dis que voilà, ce petit mot sur le voyage permettrait de comprendre un petit peu ce dont il est question avec ce tome 2. C'est intéressant, je pense qu'on aura l'occasion de revenir là-dessus plus tard. Voilà, mais j'en dis pas plus parce dans qu'on est en zone no spoil pour l'instant. Tout à fait, et je vais moi-même pas en dire plus, je le réserve pour les questions plus tard. Donc, on arrive maintenant dans les questions no spoil. On va parler un peu plus, là, cette fois-ci, des questions relatives à l'œuvre, sans pour autant spoiler ce qui se passe dans le tome. Alors, l'héritage d'Enora, c'est le titre du roman. Comment as-tu trouvé le traitement de la question de l'héritage dans le roman et plus généralement, est-ce un sujet qui te parle? Bah, en vrai, moi j'ai vraiment l'héritage d'Enora en plus. Moi j'ai eu l'impression que ça arrivait vraiment, on est bien d'accord, hein, ça arrive vraiment tout à la fin. Hein. Moi, je te laisse dérouler, je te dirai après ce que j'en pense. Parce que moi en fait, je me suis pas posé la question tout du long du roman jusqu'à le grand moment. Et là d'un coup je me suis dit ah c'est ça. Et en fait tout du long je me suis je vais pas penser à Enora, sinon l'ordre d'Enora, bien sûr, qu'on suit dans ses aventures. Mais c'est pour moi, la question, elle est d'une part apparue, enfin c'est comme ça que je l'ai vécu, d'une part apparue et résolue pratiquement tout à la fin du livre. Hmm. Et donc, bah, du coup, est-ce que la question de l'héritage, c'est un sujet qui, toi, t'intéresse, te touche particulièrement? J'ai quand même l'impression que ça fait partie des tropes de la fantasy. Oui, oui, en fait, bah, c'est et pas que de la fantaisie finalement, de beaucoup d'œuvres, de savoir de qui l'on tient pour savoir ce que nous, à notre tour, nous allons pouvoir laisser aux générations futures. C'est, je dirais même en plus un peu une sorte de mantra de l'espèce humaine dans sa globalité, qui consiste à observer le passé, savoir ce qu'on en a compris, pour à notre tour laisser une trace dans le futur. Et donc c'est ça un peu qui caractérise l'héritage. Alors c'est un héritage qui peut être matériel, immatériel, voilà, mais c'est quelque chose qui est conjointement lié à notre condition d'humain. Donc
ça a sa place dans Eretilia, surtout qu'en plus, et là ça m'avait un petit peu déstabilisé parce que j'avais pas lu la 4e de couverture, c'est une histoire qui se passe 20 ans après le tome 1. Et en fait, mine de rien, oui, il y a des choses qui se mettent en place par rapport à ce qui s'est passé dans le tome 1, ou plutôt qui se débloquent suite au tome 1. Et donc, il y a cette logique d'héritage qui se met en place, puisque les personnages qu'on a connus dans le tome 1 vieillissent, et donc se pose la question de qu'est-ce qu'ils laisseront à la postérité. Ouais, alors c'est vraiment une réponse d'historien quand même que tu as faite en disant l'humanité, c'est voilà, toute l'humanité Ah bah regarde le écoute, passé, etc. master d'histoire, hein. Ouais, bien sûr, je sais, c'est pas au hasard que je dis ça, mais du coup, c'est intéressant parce que moi, c'est pas forcément ce que j'aurais répondu puisque on s'en fait pas tout à fait, Merima. Mm. Puisque Merima, on a déjà eu. Ah voilà, comme dirait Kimi, moi je suis plus team Kimi. Ne dites pas je ne souhaite pas avoir d'enfant et plutôt ma lignée s'arrête avec moi pour vous la péter en soirée. Voilà, moi c'est vrai que je suis plus sur l'anti-mémoire nietzschéenne que l'histoire, mais c'est vrai que c'est des points de vue, c'est des questions intéressantes. On a eu l'occasion d'en parler. Moi en plus, je l'ai dit. Alors qu'est-ce que c'est? Parce que moi je trouve ça curieux et je sais pas à quoi ça renvoie. L'anti-mémoire nietzschéenne. On n'a pas 3 heures devant nous, donc Justement, est-ce qu'il y aurait moyen de, en quelques mots, résumer je vais essayer, mais en tout cas, j'avais parlé dans le tome 1, j'avais dit que, enfin dans l'interview du tome 1, j'avais dit que moi je n'étais pas fan des grandes sagas familiales. Nietzsche, c'est le nihilisme. Pas du tout, Merima. Nietzsche parle du nihilisme, mais dit que c'est une phase à dépasser. Voilà, le vrai nihiliste, si vous cherchez, c'est plus Schopenhauer, mais Nietzsche n'est pas un nihiliste. Cela dit, donc pour revenir juste l'anti-mémoire, c'est l'idée, en fait on va dire contre l'idée que la mémoire c'est ce qui nous structure et c'est ce qui est important. Nietzsche postule que l'oubli est plus important pour la vie que la mémoire, que la faculté d'oubli elle n'est pas là par hasard et que la faculté d'oubli c'est ce qui nous permet de vivre et c'est ce qui nous permet d'avancer. Voilà, c'est Ah ouais, c'est très particulier. Ah oui, mais bon, ça c'est Nietzsche après, hein. C'est le renversement des valeurs. Bon, comme je dis, j'ai pas 3 heures pour développer le sujet, mais si ça vous intéresse, évidemment, vous pouvez essayer d'aller vous renseigner sur le sujet, sachant que Nietzsche, c'est pas le philosophe le plus accessible. Ça parle littérature, tout à fait. Saumon Coucou, sacré, Saumon. soit la bienvenue, la meilleure, hein, parmi d'entre nous. C'est discutable, mais je suis assez d'accord pour certaines circonstances. Mais oui, mais on va pas débattre de Nietzsche sur ce live-là, c'est énorme. Mais en tout cas, si jamais le sujet vous intéresse, je ne peux vous dire qu'une chose, lisez Nietzsche. De toute façon, c'est un philosophe qui est très dur à appréhender. Mais peut-être qu'un jour, je ferai des live lectures de Nietzsche sur la chaîne Twitch. Bazar des Faits, en tout cas, si ça en intéresse, je suis bien sûr ouvert. N'oublions pas que à 17h le vendredi, je lis du Gramsci à l'heure actuelle. En tout cas, tu as titillé ma curiosité pour Nietzsche. Ah bah, il y a toujours moyen avec Nietzsche. Mais d'ailleurs, chez Nietzsche, le dragon, on l'affronte et on le tue, mais bref. Oh non. Nietzsche est mon ennemi, c'est décidé. Tout à fait. En tout cas, comment as-tu trouvé le traitement de la question de l'héritage dans le roman? On a quand même eu l'occasion un peu d'en parler. Ça se passe 20 ans après. Toi, tu as eu la réponse d'historien. Je vais pas forcément plus développer cette question-là. On passe à la suite puisqu'il faut qu'on avance. On suit la vie des enfants des héros et héroïnes du tome 1. Que penses-tu des nouveaux persos principaux? J'avais déjà commencé à le dire, mais comme je m'attendais pas à voir les aventures 20 ans plus tard, moi je pensais vraiment que ça viendrait pratiquement à la suite, et j'ai pas lu la 4e de couverture, donc c'est pour ça, là, vu que j'ai commencé la lecture du tome 3 il y a 2 jours, je suis d'abord passé par la 4e de couverture pour savoir à quoi m'attendre, et en fait j'étais complètement déstabilisé de ne plus suivre les personnages qu'on avait l'habitude de suivre dans le tome 1, ou du moins que c'est plus les personnages principaux, parce qu'ils sont quand même là. Mais du coup c'est la marmaille, c'est la progéniture sur laquelle on avait dit oui justement ah ouais dis donc toutes les madames elles finissent enceintes jusqu'aux dents à la fin du tome 1. En fait finalement c'est raccord avec le tome 2 puisque c'est justement les progénitures qui étaient dans le bidou des madames qui font leur pas dans le monde d'Eretilia et qui arpentent le monde et qui finalement doivent répondre à leur lot de problèmes. De ce fait, comme je m'attendais pas à ça, en fait j'ai eu beaucoup de mal à m'attacher à eux.
Là où dans le tome 1, pour chaque personnage, j'arrivais à avoir un trait, que ce soit la compassion, l'empathie, la colère, le dégoût, enfin voilà, j'avais toujours un mot pour caractériser un personnage. Ben, il m'a fallu vachement longtemps pour pouvoir caractériser les deux personnages principaux qu'on est amené à suivre, Nolan et Alma, dans Eretilia tome 2. Mais c'est finalement à la hauteur de leur personnalité, puisque on peut rarement résumer une personne à un mot. Donc finalement, si j'en avais pas au début, bah, j'avais tout un tas de qualificatifs à la fin pour qualifier Nolan et Alma. Moi, en tout cas, j'apprécie vraiment la délicatesse avec laquelle tu parlais des femmes enceintes. Voilà, on aurait pu dire les polichinelles sont sorties du tiroir. C'est vraiment. Il commence à y avoir une vraie méta Saslilbo, sur la carte de Saslil. Voilà, je tiens juste à le dire. Ce qui est pas grave, c'est intéressant. Alors, on va évidemment parler plus en détail par la suite des personnages principaux. C'est intéressant le fait que tu aies eu plus de mal à t'y raccrocher, mais voilà. Moi, je dis ça fait monter la sauce. C'est très bien. Sachant que les personnages du tome 1 ne disparaissent pas complètement, juste ils sont au second voire troisième plan. Mais ils sont pas, ils sont pas totalement disparus. Il y en a un, on aura l'occasion d'en reparler, qui disparaît quand même s'il est un peu toujours présent. Mais je ne spoil pas, c'est la zone non spoil. Ouais. Question suivante. On passe de héros adultes à des héros jeunes adultes. Dans le tome 1, les héros sont déjà adultes. Là, on passe sur des héros qui sont plutôt des jeunes adultes. Ils sont dans leur vingtaine, quoi. Les relations amoureuses ont un impact plus grand dans l'histoire que dans le tome 1. Ça, on peut le dire. Je crois pas que ce soit du spoil. Qu'en as-tu pensé de ces éléments ? Bah, on va dire que c'est, oui, raccord un petit peu avec la personnalité, justement, de ces jeunes adultes qui se découvrent et qui découvrent l'autre, quoi. Donc, on a un peu tous les faux pas qu'on peut faire quand on se découvre des sentiments amoureux, où tous les sentiments sont exacerbés à ce niveau-là. Donc, je trouve qu'on a une autre vision de l'amour, justement, grâce à ces petits jeunes qui voilà, est bien retranscrite par Mérima. Moi, j'ai eu aucun problème là-dessus. Au contraire, j'ai trouvé ça très bien raconté. Enfin, pour moi, j'avais vraiment l'impression de voir des vieux adolescents, des très jeunes adultes, voilà, qui se retrouvent dans un monde, on va dire en crise, et j'en dirai pas plus pour rester dans la zone non spoil, mais voilà, et qui par-dessus tout doivent composer avec eux aussi leur propre crise intérieure de se découvrir, voilà, des sentiments pour d'autres personnes, et que c'est la meilleure personne du monde, et que moi aussi je t'aime, et que non, mais moi en fait je t'aime pas, voilà, toute cette farandole d'émotions qui surgit et qui est amplifiée par ces jeunes années. Très bien, très très bien. Moi je trouve que c'est une bonne réponse. En tout cas, tu t'es laissé emporter par ce changement de ton de héros adulte à héros jeune adulte. Toi, le changement de ton, tu l'as trouvé maîtrisé. En tout cas, là-dessus, sur la question amoureuse, j'ai trouvé que ça renforçait la crédibilité de ces personnages-là. Parce que en vrai, la question n'aurait pas été abordée. Bon, ça aurait été compliqué, quoi. Parce que bon, tout le monde n'est pas non plus, porté sur la question de la reproduction des bébés, etc. Mais à l'inverse, tout le monde n'est pas non plus des parangons de chasteté, voilà. Donc c'est normal que à cet âge-là, ils se posent des questions aussi, hein. D'accord. Bon, là, on est passé sur l'amour à la reproduction des bébés. Ok. Restez sur ce live. Franchement, je vous donne encore 30 minutes et vous allez voir, ça va partir sur des dingueries. Mais d'où, mais putain, mais qui. Non, mais oh là incroyable. Là. La reproduction des bébés. Oh putain, j'ai vraiment dit ça. Je suis choqué. Les bébés se reproduisent. Incroyable. Oh là là. Ok, j'adore ce live. Question suivante. Quel enfer. Question suivante, et on va à nouveau parler d'un renversement de situation, d'une inversion des rapports de force. Dans le tome 1, on était dans la résistance. Dans le tome 2, on est dans le maintien du statu quo, du point de vue des héros. As-tu apprécié ce renversement de situation dans la narration ? Choc barre de bébé.
Oui, voilà, je répondais à Saslil. Hop, à Kimi, n'importe quoi. Oh là là, ça y Je répondais à ça. est. Ça y est, j'ai pété un câble. Voilà, ça y est, vous m'avez réveillé. Vous allez devoir composer pendant les 2 prochaines heures avec, hein. Voilà, hein. Moi, ok, j'ai une idée de podcast. Toi, moi, du cidre. Et on parle de fantasy. Et franchement, on appelle ça, Ah, il va je sais falloir du pas. Génépi là, hein. Ah ouais, ça va être incroyable. Donc vas-y, je te laisse reposer la question. Voilà, on va la On refaire va en la moins reposer. mauvais. Allez, je Donc, t'écoute avec attention et je vais essayer de pas merder. alors, dans le tome 1, t'es d'accord que quand nos héros étaient dans la résistance. Mhm. Dans le tome 2, les héros sont dans le maintien du statu quo. As-tu apprécié ce renversement de situation dans la narration? En fait, je dirais pas que j'ai apprécié, mais en tout cas, je me suis senti investi par leur mission vis-à-vis de garder cette logique d'égalité entre les citoyens et les mages élémentalistes qui nous avaient occupés pendant tout le tome 1. Donc moi, pendant toute la lecture du tome 2, j'étais à fond derrière en disant mais oui, c'est un combat pour l'égalité. Moi, j'étais prêt à prendre la Bastille avec eux parce que voilà, Dans le mon tome sang 1. bouillonne de l'idéal révolutionnaire. Donc voilà. Là, tu parles du tome 1, là. Là, tu parles du tome 1. Oui, mais pour le tome 2, à l'idée de conserver cet héritage Ah, ok, d'accord. de transformation, j'étais à fond avec eux en disant oui, vous vous battez pour le bien, pour des choses qui importent, pour des questions d'égalité qui sont fondamentalement importantes à mes yeux. Et donc, bah, du coup, j'étais à fond derrière eux. Ouais. Très investi. D'accord, donc en fait, le renversement de situation, finalement, pour toi, c'est pas tant un renversement de situation parce que les valeurs sont restées strictement les mêmes euh, des héros, quoi. Les valeurs des héros sont restées On les a mêmes. toujours des combattants de la liberté et de l'égalité, et c'est ça que j'ai apprécié retrouver. Il y a effectivement, comme tu le dis, cette logique d'inversement où on n'est plus dans il faut obtenir, mais il faut conserver. C'est plus un acquis, c'est un conquis qu'il faut conserver. Ouais. Donc ça change. Et c'est vrai qu'en fait, et même pas parce que non, bah non, je peux pas le dire parce que ça va spoiler. Mais il y a quand même pas, on n'est pas dans une logique de défense des valeurs, mais on est dans une logique où ils sont toujours dans une optique de toujours D'aller plus mener loin. le combat pour garder ces valeurs-là. Donc en fait, il y a toujours une logique d'attaque pour conserver. Je sais pas si tu vois ce que Ouais, je veux dire. je vois ce que je veux dire. Franchement, je pense que tu devrais réécouter on devrait se réécouter tes phrases à la fin. Je crois que tu dis 2 fois la même chose, mais parce qu'en fait, c'est intéressant le point de vue de la conservation et enfin se battre pour conserver. Moi, je pense quand même que euh, il y a un côté plus conservateur dans ce tome 2 par rapport au tome 1 où il y a vraiment un côté, bah, j'ai envie de dire révolutionnaire. Et même si on parle d'un héritage révolutionnaire, mais c'est vrai que tu as dit un truc qui est presque un oxymore, tu as dit un héritage de changement. Et c'est vrai que Ah, ça peut sembler pour moi un peu presque contradictoire de dire oui, l'héritage, oui. L'héritage de changement. C'est vrai que En tout cas, stricto sensu, c'est antinomique. ce qu'on peut dire, c'est que les méchants du tome 2 sont des contre-révolutionnaires. Mm. Ça, à minima, on peut le Oui. dire. Et on peut voir des gens de la restauration, quoi. Et on peut tout à fait dire que ça reste un aspect intéressant de l'histoire à développer. Je suis d'accord qu'il y a une différence entre conquérir et conserver. Et c'est pas les révolutionnaires de 92 qui iront dire le contraire. Finalement, parce que entre la prise de la Bastille et le 18 Brumaire, il s'est passé quand même des petits événements. Mais ce sera pour un autre podcast. J'arrive à la dernière question de la zone no spoil. Et on va parler un peu cette fois-ci de la narration, mais là d'un point de vue plus technique. Là où le premier tome était plus éclaté au niveau de la narration, ce tome-ci est structuré de manière plus nette. Qu'en as-tu pensé? Ah, bonne question, ça, effectivement.
Bah, en vrai, je vais pas avoir d'avis tranché puisque je me suis laissé porter par la lecture. Voilà, c'était intéressant. C'est vrai que par rapport au tome 1, on suivait finalement trois grands arcs qui se retrouvaient en un point commun et qui convergeaient. Là, en fait, on a deux bases, une sorte de grand arc commun qui part dans la même direction. Voilà. Encore que, il y a quand même des petits éléments de la narration qui diffèrent. Mais c'est vrai qu'on a quand même ce grand chemin emprunté avec des petits pas de côté de temps en temps, là où avant, dans le tome 1, il y avait vraiment trois aspects qui étaient sur le même pied d'égalité au niveau du traitement. Bah, moi, je dirais que c'est raccord avec la logique de qui on suit. On suit plusieurs personnages qui sont globalement au même endroit. Donc en fait, il n'y a pas besoin de raconter différentes scènes au même endroit. Enfin, il n'y a pas besoin d'avoir il se passe ça pendant tant de temps à un endroit du monde, il se passe ça pendant tant de temps à un endroit du monde, etc. En fait, on se focus sur ce qui compte vraiment dans le tome 2, ou du moins ce que Mérima a choisi de vraiment montrer dans le tome 2, c'est les aventures de Nolan et Alma. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Donc toi, parce que tu disais tout à l'heure que on voyage plus dans le tome 2 que dans le tome 1. C'est peut-être aussi que c'est un sentiment que tu as reçu précisément parce que ce sont des personnages qui voyagent, qui vont dans des points différents, alors que dans le tome 1, on voyageait également, on était sur des personnes, mais en fait, c'était pas des personnages qui voyageaient, c'était le point de vue Oui, c'est ça. qui Ouais. changeait à chaque fois. Mm. Mais du coup, on n'avait pas forcément pour toi l'impression de voyage parce que précisément, c'était pas des personnages, enfin, pour la plupart, c'était pas des personnages qui forcément exploraient beaucoup, alors que dans le tome 2, comme on reste avec les personnages, on a plus le sentiment C'est ça, d'exploration voilà. et de voyage. En fait, on a l'impression d'accord. de faire le voyage avec eux, tandis que dans le tome 1, j'avais plus l'impression qu'on se téléportait d'un point de vue à un autre et que pendant ce temps, bah, ça faisait le chemin pendant qu'on était sur un autre point de vue, quoi. Moi, c'est un petit peu l'impression que j'en ai après tout ça. Et bah, super. Moi, je trouve que la réponse est méga intéressante. Non, mais vraiment. Et on va arriver dans la zone spoil. Donc, s'il y a des gens qui veulent pas se faire spoiler le bouquin, vous pouvez arrêter là sur YouTube. Et bien sûr, vous pouvez également quitter le live sur Twitch. Mais attention, Mais attention, pas avant d'avoir ça va spoiler. commandé les livres de Mérima Hellstrom, tous ses livres, hein, et pas qu'Eretilia, tous ses livres jusqu'au dernier, sur la boutique qui est dans la description, du moins qui est en message épinglé de nos chats Twitch respectifs. Tout à fait. On Ah vous bah, attend. l'appel du pognon, hein, Mérima. Tout à fait. On vous attend nombreuses vis-à-vis de ces investissements. Donc, zone spoil. Alors, j'irais presque. En fait, ce qui est con, c'est que j'ai une question qui m'est arrivée, mais vraiment de manière évidente, mais à la toute fin. Du coup, je commencerai la question la plus évidente, je finirai par la question la plus évidente. Et on va commencer par une autre question. On va attaquer directement sur moi, ce que j'ai presque présenté comme une critique à Mérima quand je lui en ai parlé. La question est la suivante. Une narration classique, trop scolaire? Voilà, moi c'est ma question parce que clairement, dans ce tome 2, on a le fameux cycle du héros, quoi. Avec vraiment situation initiale, éléments perturbateurs, voyage, premier échec, rencontre avec un mentor, on fait nos preuves, on retourne contre l'ennemi, on finit par gagner, etc. Enfin, on a vraiment le cycle classique du héros. Donc voilà, je réintroduis la question. Est-ce que la narration pour toi elle est trop classique? Est-ce qu'elle est trop scolaire? Est-ce que c'est un truc qu'on a lu plein de fois, ou qu'on a vu plein de fois, ou tu l'as pas senti tel quel? Bah, pour une fois, je vais donner une réponse qui sera franche et qui est jamais entre un oui et un non. Là, pour le coup, j'ai une réponse franche, mais qui m'appartient à moi. Eh bien non. Moi, j'ai apprécié cette narration-là, tout simplement parce que cette histoire que tu qualifies, ça s'appelle le monomythe de Joseph Campbell, avec voilà cette histoire en 3 actes, avec la situation initiale, les péripéties et la conclusion. Et ben moi, j'en raffole en fait, tout simplement, parce que dans toutes les œuvres, hein, que ce soit des livres, des séries, des films, des jeux vidéo, ce que j'apprécie particulièrement, c'est de voir des gens qui évoluent, qui se trompent, qui font des erreurs et qui apprennent de ces erreurs.
Et en fait, c'est ça que j'adore. Et en fait, le format du monomythe s'y prête tout particulièrement parce qu'à la fin, il y a toujours des dommages collatéraux, hein, en général, un peu partout. Mais la personne qu'on a décidé de suivre ressort grandi de cette aventure. Et c'est un petit peu, moi, un espèce de vœu pieux que je fais à l'humanité et à chaque individu qui la compose, c'est-à-dire d'apprendre de ses erreurs, de comprendre d'où elle vient et où elle va pour justement prendre les meilleures décisions dans cette espèce de quête désintéressée de l'altruisme. Donc pour moi, comme je raffole de ce type de structure narrative-là, moi je me suis parfaitement fondu dedans. Très bien. L'autrice dit: je ne m'en cache pas du tout d'ailleurs, j'ai construit le tome 2 comme ça, de manière consciente. Je sais que tu ne t'en caches pas. On a de toute façon déjà eu cette discussion. À titre personnel, moi, ça m'a un peu sorti de ma lecture à un moment parce que Ah ouais. je voyais... Ouais, bien sûr. Moi, je voyais où on allait, en fait. Là où dans le tome 1, je savais pas où on allait jusqu'à la fin, et donc j'ai eu le plaisir de la surprise. Dans le tome 2, je me suis dit, oui, là ils vont faire ci, là ils vont rencontrer ça, là ça va finir comme ci, comme ça, tu vois. Et donc j'ai été, je dirais pas déçu, mais j'ai un moment de ma lecture du tome 2 un peu perdu en intérêt. Mais c'est effectivement personnel, et c'est vrai que moi, voilà, après tout, on ne critique pas les vanillas. Voilà, il n'y a pas de problème à être vanilla dans la lecture, c'est pas un souci. L'inconvénient de cette structure, c'est que c'est prévisible quand on connaît le schéma narratif. Oui, tout à fait. J'ai clippé sur chaque chaîne. Oui, elle a fait un clip sur la reproduction des bébés. Voilà, donc encore un grand moment de solitude. Saumon, vraiment, quand je dis que t'es la meilleure d'entre nous, c'est vraiment pas une blague. T'es exceptionnel, Saumon. Ah ouais, c'est la clippeuse officielle de la chaîne pour moi. Ah ouais. Mais voilà, du coup, c'est vrai que moi, c'est moins ma carte en termes de narration, mais très bien. Comme ça, on commence par une réponse franche, c'est parfait. Et on attaque maintenant sur les personnages principaux. Avec première question, Nolan, un manque de confiance en lui touchant? Parce que clairement, moi je vais analyser concrètement les deux arcs des deux personnages principaux, Nolan et Alma. C'est l'un doit se faire confiance à lui-même, Nolan, et l'autre doit faire confiance aux autres, Alma. Donc, moi je pose la question concernant Nolan, parlons un peu de Nolan. Est-ce que tu l'as trouvé touchant dans sa quête pour retrouver confiance en lui? En fait, je pourrais te dire oui, mais c'est pas le mot qui me viendrait. Parce qu'en plus, la façon dont tu as résumé ça, et je te remercie, parce que ça m'a pas apparu directement. Cette histoire de Nolan qui doit prendre confiance en lui et d'Alma qui doit réapprendre à faire confiance aux autres, c'est quelque chose que j'ai pas vu, ou du moins que je saurais pas résumer vis-à-vis de ces deux personnages-là. Mais bon, j'ai quand même eu beaucoup de compassion pour Nolan, ça c'est sûr, sur sa situation, voilà, sur ce qu'il vit. On est en zone spoil, on peut spoiler. Bon, le coup de pute qu'il se prend, là vraiment, je me suis senti empathique vis-à-vis de Nolan, de la tromperie qu'il a subie à la moitié du roman. Donc, j'ai eu beaucoup de compassion pour Nolan, mais pas sur... Étonnamment d'ailleurs en plus, mais pas sur le fait qu'il devait plus prendre confiance en lui, parce que, et là ça me permettra de compléter, parce que je voulais rajouter quelque chose sur la question précédente que tu as dit, en fait oui, le format était prévisible, donc je savais qu'il allait y avoir une prise de confiance de Nolan. Et ça me permet de compléter ton propos. En fait, même si j'adore le format du monomythe, oui, on sait où on va. Voilà, donc... mais moi, ça m'a pas déplu, en fait, de savoir où on allait. Alors, je vais quand même dire, les deux sont liés. Tu parlais de la puterie qui se prend en milieu de tome, c'est vrai, mais c'est lié à son manque de confiance aussi. Enfin, c'est lié à son arc. Oui. Du manque de confiance aussi. Il y a même un personnage qui dit littéralement... c'est facile de lui faire croire des trucs parce qu'il n'a pas confiance en lui. C'est verbalisé à un moment de l'œuvre. Moi, j'ai trouvé que Nolan, et j'en ai parlé à Mérima, parce que moi, je vais être cash aussi, mais j'ai été cash avec Mérima. Tu vois, tu l'aimes tellement pas ton perso que tu fais une faute dans son nom, Mérima. Tu vois, oh là 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 là. Ah, mais c'est ban direct. Hein. C'est ban direct. Christopher Nolan, victime jusqu'au bout. Hein. Mais par contre, juste, j'ai envie de revenir. Mes doigts. La pauvre. Juste un truc vis-à-vis de Nolan.
En fait, moi j'ai trouvé, c'était pour moi un peu le défaut des deux personnages principaux. On aura l'occasion d'en parler, on va parler d'Alma juste après. Mais moi, c'est un truc dont j'ai parlé à Merima, donc elle sait mon avis sur la question. C'est que Nolan et Alma, les deux, je les ai trouvés trop lisses. Et vous savez ce que je pense des persos trop lisses, qu'on a parlé de Méridan dans le tome 1. Et ben moi, dans ce tome 2, j'ai trouvé que les persos étaient trop lisses. Et le seul moment où j'ai bien aimé Nolan, c'est à la toute fin, quand il commence à tabasser la gueule d'un mec à main nue. Et là, un peu jusqu'au sang. Et ben là, je me suis dit, à titre personnel, mais voilà, c'est bien. Ça arrive à la toute fin de tome, c'est un peu dommage, mais vraiment, c'est en vrai, tu vois, c'est plus un truc que j'aurais aimé voir au milieu de tome. Merima aura peut-être l'occasion. Je passe en mute pour éviter les spoils. Pas de soucis sur mon thème. Et donc Merima, alors tu dis je sors. Je sais pas si c'était pour de vrai ou si c'était juste une blague. Oh, c'est entre parenthèses, c'est une blague. Pas forcément, des fois il met entre parenthèses pour dire je reviens. Mais ah d'accord, ça, ok. En tout cas, Merima, si t'es encore parmi nous, la question que je te... oui, c'est une blague, ok. Ah bah tu vois. Si jamais t'as envie dans le chat de revenir sur l'écriture de Nolan et sur cet aspect-là, je crois que quand on en avait parlé, tu m'avais dit que ce moment-là, à la base, était plus violent encore, que tu avais hésité à faire en sorte que Nolan tue, je crois, le personnage. Ah ouais. Qui tape. Ouais, je crois que... Donc là, exclusivité, hein. Et voilà, je sais que, de toute façon, en général, quand je fais les débriefs des romans de Merima avec elle, elle me dit souvent, aujourd'hui, je ferai plus pareil. Tu vois, elle me le dit souvent vis-à-vis de ses tomes. Je m'étais posé l'action de savoir jusqu'où aller, dit-elle. Et moi... voilà, mon point de vue, c'est que Nolan, je pense qu'il aurait été mieux s'il avait eu ce moment de vénéritude plus tôt dans l'œuvre et qu'on aurait exploré plus par la suite, parce que sinon, j'ai trouvé que à suivre, il y avait, voilà, il n'était pas plus palpitant que ça sur plein d'aspects. Et je reviendrai dans quelques questions sur un autre aspect extrêmement important. Mais là, on est là sur une interview de Saslil, même si c'est un peu un podcast, on fait ce qu'on veut. Ça, c'est un perso assez passif, dit Merima. C'est vrai, et ça le distingue vraiment pour le coup de Shoban. Oui, c'est sûr, effectivement, par rapport à l'héritage de sa mère, justement, on parle de la question de l'héritage, il est moins rentre-dedans que ne l'est sa mère. Après, tu vois, moi, je vais rajouter un petit point là-dessus. Il y a un élément, moi, qui m'a beaucoup intéressé sur la personnalité de Nolan, c'est quand il décide de foncer tête baissée dans le désert sans dire ni oui ni merde. Bah là, tu vois, justement, je l'ai pas trouvé lisse à ce moment-là. Parce que il y va sans réfléchir, ça les met en danger tous les deux. Voilà, j'ai trouvé ce moment justement intéressant dans le développement de Nolan. Le fait qu'en plus il en tire des conclusions, donc on est à fond dans la théorie du monomythe, voilà, dans l'arc de rédemption, voilà, d'apprendre de ses erreurs, etc. Donc moi j'ai trouvé ce moment très intéressant, le moment où il part dans le désert sans demander son reste. Oui, c'était bien. Bah moi, à titre personnel, je crois que j'aurais aimé ça si j'avais pas la structure du monomythe dans la tête et si je savais pas déjà que de toute façon ils vont pas mourir, il va se passer un truc, ils vont s'en sortir, tu vois, machin. J'ai pas vu ça comme une vraie épreuve, en fait. J'ai vu ça comme un truc à checker, tu vois. Parce que je vais faire une petite parenthèse, mais dans les bouquins Game of Thrones, il y a un personnage qui suit la structure monomythe. C'est Quentyn Martell qui suit la structure monomythe, qui essaye de sortir en fait avec Daenerys, et pour faire ça il va jusqu'à, il a un parcours, il traverse la mer, tu vois, il va de l'autre côté de la mer, machin, tout ça, et pour trouver les dragons de Daenerys, et en fait il se fait brûler par les dragons, donc ça finit vraiment sur ouais, on te fait monter la sauce avec ce perso, ça finit sur et à la fin un bûcher. C'est ça, vraiment. Et en fait, à titre personnel, voilà, c'est un peu ce genre de... Je trouve que subvertir pour subvertir, ça sert à rien. Mais en l'occurrence, là, je trouve que c'est une utilisation du monomythe qui était assez marrante. Parce que tu vois, typiquement, un moment où tu te dis, il va apprendre de ses erreurs, il va s'en sortir, machin et tout. Bah là, non, là, juste il crève, tu vois. Imagine si Nolan était mort dans le désert. Et ça aurait été une autre histoire, quoi. Mais bon, assez parlé de Nolan. Parlons, question suivante, parlons d'Alma. Du coup, Alma, question inversée. Un manque de confiance en autrui bien développé ? Point d'interrogation.
Là, pour le coup, contrairement à Nolan où je l'avais pas capté, voilà. Et d'ailleurs, merci de le dire pour Alma parce que je l'aurais pas non plus défini comme ça. En fait, j'aurais même pas réussi à le définir. Mais pour le coup, C'est mon je l'ai côté bien. philosophe. Oui, voilà. Mais je te remercie parce que du coup, on complète nos propos et c'est formidable. Là, je l'ai très bien ressenti. Le fait que Alma elle se tient éloignée de tout le monde, que le moindre effort pour avancer dans la direction de quelqu'un, ça lui coûte énormément et qu'elle le fait bien savoir aussi. Que c'est pas son genre voilà, de se rapprocher des autres, d'accorder sa confiance et tout. Mais après, bah, encore une fois, et là je pense que tu seras d'accord avec moi, le coup du rapprochement avec le Nolan, par contre, on le voit flairer, mais à des kilomètres. Alors là, pour le coup, alors que moi, je suis la personne qui, il peut se passer 20 000 cliffhangers, à chaque fois, je serai en mode, mais non, mais c'est pas possible, mais qui aurait pu prédire? Voilà, à chaque fois, je me fais avoir par les cliffhangers, hein, même dans les films, on les voit venir à des Ce kilomètres. qui est très agréable quand on est à MJ dans un jeu de rôle. Voilà, je précise. Disons que voilà, ça a des avantages pour certaines personnes. Puis même pour moi, parce que comme ça, je me laisse surprendre par les œuvres que je découvre. Là, pour le coup, le rapprochement avec Nolan et le fait que ça allait être la clé pour qu'elle puisse aussi commencer à voir les choses autrement, voilà et tout. Là, je l'ai vu venir. Je l'ai vu venir, mais encore une fois, voilà, on est dans cette idée de les personnages progressent, ils apprennent de leurs erreurs. Et moi, j'adore ça. J'ai un paquet de chips, voilà, j'ai le popcorn, je regarde ça et Ouais, j'en ouais, suis ouais, friand. je Donc, vois, je je vois. le vois venir, mais j'adore ça. Ouais. Ah, Ah, coucou, fraise acide. oh, coucou fraise acide. Comment vas-tu? Comment va? On va. Oh là là, fraise acide, la perfection. Ça fait plaisir de te voir. Et donc, j'aimerais juste, Mérima, c'était toujours avec nous, parce que une fois de plus, je vais dire une exclusivité bazar d'effet par rapport à mes Les discussions insights. par rapport à mes discussions avec Mérima. Mérima m'a confié qu'Alma avait été un personnage très dur à écrire. Ah. Voilà. Et À quel j'aimerais, si égard? jamais tu peux. Ah oui, bah allez voilà, bah moi j'aimerais bien que Mérima tu dises à quel égard c'est un truc Ouais. sur lequel tu as été difficilement inspiré, et si jamais tu peux nous en dire deux mots dans le chat, hésite pas. Et toi tu as anticipé ma question suivante, C'est vrai? Saslil, qui est oui, la question suivante c'est Alma et Nolan, le Ah. coup des amants du destin, un poil trop facile. Bah, du Et coup, en fait, j'ai envie de dire, t'as répondu, hein. voilà. Je l'ai vu venir, mais en même temps, enfin, j'en raffole, donc c'est bon, Très vas-y. bien. Taux de validation, on passe à la suite. Voilà, enfin, c'était cool. Moi, j'ai bien aimé. Voilà. Ben, en tout cas, voilà, je reprends ce qu'a dit Mérima, elle est très loin de moi, de ma personnalité, il a fallu que je réfléchisse Ah oui. beaucoup. Bah, vu que, j'ai envie de dire, vu qu'on est sur... vu qu'on a un peu répondu à certaines questions, on a la possibilité de prendre 5 minutes pour parler plus en profondeur d'un truc. Moi, à titre personnel, je déteste les destins, les prophéties, etc. C'est des ficelles narratives que je n'aime pas. Donc forcément, je n'ai pas du tout aimé... alors attention, quand je dis je n'ai pas du tout aimé, je ne dis pas que ça m'a sorti du bouquin, que j'ai... fermé le bouquin et que j'ai plus voulu le lire. Mais moi, le côté... ils ont grandi ensemble, ils doivent finir ensemble, machin. Ça me parle. Mais alors, pas du tout. Moi, je déteste, voilà. Je déteste les élus, je déteste les prophéties, je déteste les destins. C'est vraiment un truc que moi, je n'aime pas. Et du coup, bah, si t'as en 2, 3, 4, 5 minutes la possibilité de répondre, ça suffit. Parce que t'as dit que t'aimais bien, t'as pas de problème avec les structures scolaires, voilà, qu'on a vu 1000 fois. Pour toi, c'est du McDo, j'ai presque envie de dire. C'est genre, tu t'en fous que ce soit exceptionnel ou pas, tu manges avec délice et c'est un moment. Bah, il y a des agréable. pépites quand même. Peut y avoir des pépites. Oui. Il peut y avoir des pépites, on est complètement d'accord. Mais du coup, cette question du destin, des prophéties, des élus, tout ça, toi, c'est une ficelle scénaristique qui te casse les couilles ou pas du tout? Ah bah tu vois, là pour le coup, bah ça va être... Et franchement, c'est cool, hein, parce que là, je vais avoir une nouvelle question qui est bien tranchée. L'appel du destin, le fait que tout soit écrit et qu'on soit dans une lutte permanente pour tenter de se défaire du destin pratiquement en vain, j'adore ça. Moi, j'adore ça. D'accord. C'est ce qui sert de base d'ailleurs à la création de beaucoup de mes personnages de jeux de rôle. Donc, tu vois, c'est dire à quel point c'est une ficelle que même moi j'exploite et que j'adore. Essayer de se défaire des fils du destin qu'on tisse
soi-même, je trouve ça, mais c'est fantastique. Voilà, essayer, des fois ça marche, des fois ça marche pas, et justement c'est toute la tension de savoir si le destin est vraiment immuable, ou au contraire, est-ce qu'il y a différentes fenêtres de possibilités qui s'ouvrent. Moi, je trouve, en fait, cette question, elle est très intéressante, elle me renvoie en fait à ma propre vie, et j'aime bien considérer ma vie comme étant à cheval entre un destin déjà écrit et en même temps des fois des fenêtres de possibilités qui s'ouvrent. Voilà, donc c'est parce que je fais un écho sur ma propre situation que j'adore cette ficelle du destin. Ok, très bien, très bien. Et bah, c'est super. On a deux points de vue qui Ouais, se c'est rejoignent. cool, Ah, hein. mais c'est bon. En même temps, c'est vrai que vu le personnage que tu as créé dans Historia et même ceux que j'ai vus dans les autres campagnes, ça m'étonne pas du tout. En plus, Sastil, c'est littéralement un perso de Donjons et Dragons que tu as créé, qui a un oracle, donc qui Mhm. a encore un rapport au destin. Mais oui. Enfin, il y a pas tellement de doute là-dessus. Moi, en fait, c'est la simple notion de destin que moi je n'aime pas à titre Hmm. personnel. Voilà. Et juste le simple fait qu'on estime qu'un truc comme ça existe. En fait, je crois que j'aime pas. Déjà, parce que je suis pas fan du concept, mais en plus, je crois que je suis pas fan de. Enfin, je l'ai vu un milliard de fois, quoi. Pour moi, c'est Ouais. Jésus-Christ, c'est bon. Hmm. Hmm. Voilà, je connais l'histoire de Ah, Jésus. c'est intéressant ce qu'elle dit, Mérima. Je rajoute un petit mot Je sur le rajoute juste, sujet. ouais. Il faut bien garder à l'esprit pour cet univers qu'il y a une divinité derrière qui tire les ficelles, et je n'en dirai Et pas je n'en plus. dirai. Et en plus, oui, on sent bien, parce qu'il y a différents univers fantastiques avec des notions de déité comme ça. Il y a des univers fantastiques où les dieux Ouais, c'est clair. sont absents, éloignés, ils n'ont pas d'influence, ils sont aussi tangibles que la notion de Dieu dans notre univers à nous, où on attend encore d'en voir des traces. Et à l'inverse, il y a des univers où en fait les dieux, ils sont capables de faire des cataclysmes, ils sont capables de faire des miracles, ils sont même des fois presque capables de venir sur le monde matériel. Et donc voilà, il y a ces deux notions-là qui s'affrontent. Et c'est vrai qu'Eretilia, on est plus du côté de la déesse Enora qui, on sent bien l'influence qu'elle a sur le monde, qu'elle n'interagit pas directement, mais que c'est pas pour autant qu'elle tisse ses ficelles, justement, comme le dit Mérima. Très bien. Alors, on arrive maintenant à la question, je pense, la question qui va être la plus déterminante Où je m'accroche de là. ce live. Oui, 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 tout à fait. Parce que moi, c'est ma take et je veux voir ce que t'en penses. La question est la suivante. Johan, meilleur perso du tome? Alors, Parce que pour moi, oui, un grand oui, c'est le perso que j'ai préféré dans ce tome, de très loin par rapport au reste. Alors, je veux avoir ton avis sur la question. eh bien, tu vas avoir une réponse que tu ne pourras certainement pas prédire. C'est qui, Johan? Alors, Je tiens à expliquer pourquoi, parce que ça fait un moment que j'ai terminé Eretilia tome 3 et qu'il y a beaucoup de personnages que j'ai eu du mal à m'intéresser à eux, et donc Johan en fait partie parce que j'arrive pas à resituer qui est Johan. Eh ben, je vais le traduire comme ça, puisque de toute façon, on est dans Saslil Beauf. Johan, c'est la pute. Voilà, je vais le dire comme ça. Ah, la vilaine, la gourgandine. Ah, il y a une pub. Ah oui, il y a 40 secondes de pub, ouais. Ah. Ouais, on va attendre la fin de la pub. Putain, jusqu'à dit pute. J'ai dit pute, tel le charisme moyen. Non, incroyable. On va faire une petite pause. Mais du coup, c'est bon, t'arrives à la remettre. Mais... C'est bon, ouais, je remets bien Johan, ouais. On attend la fin de la pub pour reparler, mais par parenthèse, mais c'est quoi ce vocabulaire jeune dévergondé? Non, mais je suis vraiment une dévergondée, c'est clair, c'est clair. Mais c'est tout à l'heure, t'as dit le mot puterie, donc je me suis dit, il n'y a pas de puterie sans pute, tu vois, c'est comme ça. À titre personnel, d'ailleurs, en vrai, on rigole, mais on voit pas le fond du bol. Mais soutien énorme à toutes les TDS. Bien sûr, ouais. Bien sûr, on en connaît. On les aime, on les soutient vraiment. Là, bien sûr, on rigole, on est beau, on est second degré, machin. Mais voilà, comme dit Kimi, du love sur les TDS. Pute n'est pas une insulte. Flic est une insulte. Voilà, flic est un métier. Un métier problématique, mais certainement pas TDS. Donc love sur toutes les TDS voilà, de tous les horizons. Et donc, cela dit, Johan, pour reprendre plus ce que tu viens de dire, la vilaine. Donc voilà, pour moi, Johan, meilleur perso du tome. Et toi, qu'en as-tu pensé? Eh bah franchement, le coup qui est arrivé, au début, en fait, je l'ai trouvé insupportable vis-à-vis de sa relation qu'elle avait avec Nolan.
Noan, oula, moi aussi je me mets à écorcher les noms des personnages. Je la trouvais insupportable, voilà, dans le fait qu'elle exagérait tout vis-à-vis de Nolan. Et en fait, bah justement, et je vais pouvoir le dire à ce moment-là parce que j'ai pas encore eu l'occasion de le dire, j'ai eu énormément de mal à rentrer dans Heredia tome 2. Et c'est peut-être parce que je considérais que comme j'étais rentré comme dans du beurre dans le tome 1, que tout allait bien se passer. Et en fait, je me suis peut-être trop reposé sur mes acquis, mais j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans le tome 2. Il a fallu arriver au moment du grand reveal, que comme quoi c'était une gourgandine, voilà, une vilaine damoiselle pétrie de mauvaises intentions, pour que ça y est, enfin, le livre m'accroche. Et ça, bah, je ne l'ai pas vu arriver, pour le coup. Ouais. Bah vas-y. Non mais et j'ai envie de dire, est-ce que du coup, rien que pour ça en fait pas le meilleur perso du tome, quoi. Rien que pour le fait qu'elle. Pour moi, ce sera pas le meilleur personnage. Mais elle est vachement remontée dans mon estime, parce qu'en fait, je la voyais comme une espèce de petite princesse, voilà, qui passait sa vie à glousser et à rien faire d'autre. Et là, d'un coup, d'autant plus vis-à-vis de sa combativité et de la façon qu'elle a eu de manipuler les sentiments de Nolan, eh ben, j'ai fait, ouais. Ok, là on a un personnage intéressant, voilà, qui est bien remonté dans mon estime. Mais en fait, pour le coup, pour moi, elle peut pas être le meilleur personnage de ce tome 2 parce que elle était tombée tellement bas avec ce qui se passait dans les premiers chapitres qu'en fait, bah, quand bien même elle est énormément remontée, elle pouvait pas aller au haut du classement. Alors que moi, tout le monde le sait, j'adore les pétasses. C'est littéralement les persos que je préfère. En fait, bah tu vois, quand je dis que j'aime pas les persos lisses, moi c'est un perso qui m'a tout de suite donné du bonheur dès le début de ma lecture parce que c'était pas un perso lisse, c'était un perso que tu savais pas trop quoi en faire. Ouais. Cela dit, j'ai donc deux trucs à dire. Le premier, c'est une observation. La première chose que j'ai à dire, c'est une observation. La deuxième chose à dire, c'est une critique. L'observation, c'est que Mérima, dans ce tome, fait intervenir deux personnages féminins mauvais. La première, c'est Johanne, et la deuxième, je crois que son nom c'est Saphoria, si je dis pas de conneries. C'est la sorcière qui est avec les méchants, quoi, à la fin. Et c'est une remarque que j'ai faite à Mérima. Il y a un mot qui est revenu pour ces deux personnages, c'est le mot aguicheuse. Et c'est des personnages sexualisés. C'est des femmes qui ont une sexualité. Et en fait, j'ai dit, c'est marrant que les deux personnages féminins qui ont une sexualité, et tu t'emploies le mot aguicheuse pour les désigner, et que ce soit vraiment un trait de personnalité qui soit utilisé. Et Mérima, voilà, je rapporte la discussion qu'on a eue, mais si tu veux corriger ou enrichir ce que je dis, Mérima, n'hésite pas à le faire dans le chat. Mais elle a dit c'était pour les besoins de la narration qu'elle a donné ces traits de personnalité à ces deux personnages-là. Et mais que malgré tout, elle s'est quand même faite la réflexion que j'ai faite de c'est marrant, c'est étonnant que ces personnages-là de femmes sexualisées, séduisantes, séductrices, enfin elles aient ces particularités-là en tant que méchantes. Et puis c'est ce qu'elles utilisent comme stratagème, j'y peux rien. Oui, et t'avais même appuyé ta cause en disant que tu connaissais des gens comme ça dans la vraie vie, ce qui est vrai, hein, ce qui ne m'étonne pas à titre personnel, Mérima. Donc il n'y avait pas tellement de, c'est pas une question là ce que je suis en train de dire, hein, ça c'est une observation. Et c'est vachement intéressant à écouter. Et moi ce que j'avais dit donc à Mérima, c'est je dis bah défi, écris un personnage positif, un personnage gentil qui soit une femme avec une sexualité, qui soit séductrice, qui soit machin, enfin voilà, parce que je pense que c'est intéressant, voilà. J'irai pas jusqu'à dire que ça disait un truc sur la psyché de Mérima, mais bah ça se remarque, quoi. Est-ce que tu as un truc à rajouter sur ce que je viens de dire, ou est-ce que je passe à ma critique ? Non, sinon que j'avais pas vu effectivement le fait que les deux personnages considérés comme donc aguicheuses et tout soient les méchantes, enfin deux des méchantes du livre. Et effectivement, oui, on peut faire une analyse comme ça en posant des questions, mais c'est intéressant, voilà, de dire que les gentils, si
on peut leur donner plein de qualificatifs à la fois amélioratifs et péjoratifs, bah on peut normalement, quand on écrit des bons personnages, faire de même avec les méchants. Et c'est justement ça qui les rend intéressants. C'est que les personnes qui font le mal pour faire le mal, bon bah voilà, on a déjà vu, on passe à la suite, mais les personnes qui font le mal pour de bonnes intentions, ou du moins pour des choses qu'elles paraissent bien pour elles, là c'est intéressant. Et donc c'est pour ça que leur donner plus de qualificatifs comme ça permettrait de rendre ça plus intéressant. Est-ce que quelque part Nestor Grangousier est pas attachant comme personnage? Voilà. Oh la take. Eh ben Non, réponse non. samedi prochain, enfin samedi en 8. Ouais, bien sûr. Et donc la deuxième chose que j'ai à dire, et là pour le coup c'est une critique, moi je trouve qu'il y a un défaut, et j'en ai parlé à Merima, donc elle l'a entendu, donc c'est pas, voilà, c'est pas un pugilat ce que je suis en train de faire, mais c'est en gros, par rapport à la relation entre Johan et Nolan, je l'ai pas trouvé très explicite. C'est-à-dire que j'ai posé la question à Merima, est-ce que c'était supposé être une relation toxique, abusive, manipulatrice de la part de Johan sur Nolan? Si c'est le cas, je ne l'ai pas ressenti dans la lecture des moments où ils sont en relation, les deux. Et si ce n'est pas le cas, si c'est pas supposé être une relation toxique, et bah je ne comprends pas vraiment pourquoi Nolan est à ce point-là heurté en fait par la trahison, dans le sens où la confiance que pouvait avoir Nolan en Johan n'est pas vraiment montrée. Et l'impact que ça peut avoir sur lui, sur son travail sur lui-même, je l'ai pas trouvé net quoi dans la lecture. Et là pour le coup, je dis que c'est une critique dans le sens où pour moi il a manqué quelque chose dans la narration. Euh, Peut-être que si ça avait été une relation toxique, montrer comment Nolan il a des traumas vis-à-vis de ça. Si ça n'a pas été une relation toxique, et bah montrer comment ça le libère vraiment de plus être avec elle, et pas forcément qu'il en fait un deuil délicat quoi. Bon, ça c'était ma critique. Est-ce que tu as un truc à redire sur cette critique autour du personnage de Bah, Johan? j'ai rien d'autre à dire parce que j'avais pas vu tout ça, j'avais pas fait attention à tout ça, hein. Les choses de l'amour sont quelque chose de très inconnu pour moi, on va dire ça comme ça. Voilà, donc moi c'est hyper intéressant, je trouve, ce que tu dis, et ça donne d'autant plus de poids à ta critique, qui est que voilà, où est-ce qu'on situe le curseur vis-à-vis de Johan et Nolan. Bah, c'est vrai qu'on peut se poser la question. Voilà, c'est pas forcément visible, voilà. Mais c'est hyper intéressant comme question, et ça me donne envie de faire attention à ce genre de détails pour la suite, en tout cas. Bah tant mieux. Et moi en tout cas, ce que je vais juste dire, c'est quand je dis que pour moi c'est une critique, c'est qu'il y avait un défaut, c'est que vraiment je pense que c'était pas clair en fait. Je pense que là-dessus, même la narration était pas très claire. Si t'as un truc à rajouter, Mérima, sur ce que je viens de dire, n'hésite pas. Je ne suis pas en train, enfin j'essaie vraiment, je dis pas ça pour t'afficher, hein, je dis ça parce que tout ce que t'ai dit IRL. J'estime que si ça t'avait heurté, je l'aurais pas répété en tout cas. Mais voilà, j'espère que c'est pas heurtant ce que je dis. C'est tout à fait juste et je prends toutes les critiques constructives. Et je terminerai juste en disant que finalement, le fait que Johan, spoil, hein, on est dans la zone spoil, Johan meurt à la fin et et je trouve que c'est un autre truc qui est intéressant sur ce personnage. On sait pas vraiment c'est quoi ses intentions. Je veux dire, on sait pas pourquoi elle fait ce qu'elle fait, on sait pas pourquoi elle est du côté des méchants, on sait C'est pas. vrai, oui. On le sait jamais. Et en fait, comme elle meurt à la fin, bah on le saura jamais. Et en fait, la première réaction que j'ai eue, c'est mais c'est dommage, tu viens de tuer le meilleur personnage. Et quelque part, je me dis, et peut-être que ça contribue à sa légende de meilleur personnage de ce tome 2, en fait, pour moi, à savoir. Bah on saura même pas ce qu'elle était au final. Et petite diablesse, petit démon parti trop tôt, tu vois. Donc je sais pas, est-ce que tu trouves que le personnage aurait dû être mieux développé, pas mourir à la fin, ou est-ce que t'as rien à rajouter sur ce perso et on passe à la suite? Alors, en vrai, qu'elle doive ou pas mourir à la fin, cette question, pour moi, elle a pas d'importance. C'est une question qui relève, enfin, c'est l'auteur slash autrice qui se pose la question. Nous, on est lecteur, on se retrouve devant le fait accompli, elle meurt.
Ce qui est rageant, par contre, c'est que, et là tu l'as parfaitement dit, c'est qu'on sait pas pourquoi. Elle meurt avant d'expliquer pourquoi. On aurait pu tomber, et c'est là où je trouve ça que c'est presque brillant, c'est qu'on aurait pu tomber dans le cliché de sur son lit de mort. En fait, j'ai fait ça parce que je me battais pour la liberté de ma petite sœur qui a chopé la maladie du manga et que voilà les Edelweiss sur la montagne, voilà. Non, on sait pas. Et donc en fait, là, on a tout notre esprit qui est libre d'interpréter pourquoi elle aurait pu le faire à partir de ce qu'on connaît de ce personnage. Et c'est à la fois rageant et brillant de voir ça. Mais non, je déteste ça. Bah pour le coup, je pense que ça aurait ruiné le personnage. Bah voilà. Donc merci. Donc c'est pour ça. D'avoir fait. C'est pour ça que c'est à la fois rageant et en même temps brillant. Oui, bah mais alors, mais moi justement, en fait, je sais, enfin voilà, je suis à titre personnel, voilà, assez contente, voilà. C'était mon perso préféré, je l'ai dit, et on peut passer à la suite. Il nous reste d'autres choses. Il nous reste 5 questions. Keria impératrice. Suffit-il d'un bon chef pour justifier l'Empire? Pour justifier l'Empire. Oui, parce que l'Empire, ça reste quand même, pour moi, un empire, ça reste une structure oppressive. Mais dans le tome 1, l'empereur, il était en gros méchant. Dans le tome 2, sa fille, l'impératrice, elle est en gros gentille. Donc, est-ce que quelque part, finalement, il vaut mieux... Enfin, c'est ok d'avoir un roi ou c'est ok d'avoir un empereur si ce dernier est cool? C'est ça la question. Bah en fait, je dirais que cette question, elle s'applique pas forcément aux empires, mais à tous les régimes politiques. Tu peux prendre le régime politique le plus sain, le plus démocratique, le plus républicain. Si tu mets un immonde trou de balle, le dernier des... Non, je vais pas... Voilà. Voilà. Le dernier des connards à sa tête, ou connasses, hein, voilà, soyons inclusifs. La dernière des connasses, d'ailleurs, pour être complètement inclusif. Eh ben, la question se pose aussi. Elle se pose légitimement. Et c'est la question de qu'est-ce qui fait qu'un dirigeant est un bon dirigeant. Parce qu'il y a des gens qui vont dire que il faut que le dirigeant il soit ferme, qu'il prenne des décisions importantes, même s'il se met toute la population à dos. Tandis que d'autres vont te dire non, il doit gouverner selon l'avis du peuple, peu importe le régime. Hein. On retrouve ces critiques-là à la fois sur les démocraties, mais aussi sur les régimes monarchiques, les régimes impériaux, tribaux, théocratiques. Voilà. Ces critiques, elles sont là pour l'ensemble des régimes. Donc pour moi, c'est pas vraiment une question qui n'appelle donc pas de fait vraiment une réponse, sinon qu'on l'extrapole sur tous les types de régimes. Bah moi je serais quand même pas forcément d'accord avec toi, dans le sens où justement tu parles de type de régime, mais est-ce que le régime a vraiment changé? Alors ok, on sait que l'esclavage a été aboli entre le tome 1 et le tome 2, mais en vrai, est-ce que le régime a continué d'évoluer? Est-ce qu'il y a plus d'oppression? Parce que je suis désolé, un empire, tu peux pas dire, on a genre... Prenons le cas on parle d'esclavage, donc prenons le cas dans la réalité. Les anciens esclaves affranchis du sud des USA sont devenus des ouvriers exploités par les capitalistes. Et il y a eu de la ségrégation, il y a eu de l'apartheid, etc. Donc, moi, c'est pour ça que je pose la question. Alors que, à l'inverse, j'ai envie de dire, quand on passe d'une monarchie absolue à une république, c'est pas juste la question du bon monarque, tu vois. C'est pas genre, il suffisait d'avoir un bon monarque. C'était, bah non, on a changé de régime. Il n'y a pas de changement de régime dans Erethilia. Donc, voilà, c'est pour ça que je posais la question. Est-ce que tu penses que sur ce qui est défendu politiquement, mais peut-être que je vais chercher trop loin, hein. Peut-être qu'on s'en fout de la structure politique dans Erethilia, c'est pas le sujet. Et Keria, après tout, c'est pas un personnage qui est si développé que ça. Je dirais pas qu'on s'en fout du régime politique dans Erethilia, mais on fait avec justement le reste d'Erethilia, tome 1, et qu'on a voilà une impératrice qui est montée sur le trône suite à la mort de son père et qui doit même défendre son trône. C'est d'ailleurs l'objectif d'Erethilia tome 2. C'est à la fois la défense de la liberté des élémentalistes et en même temps la défense du trône de l'impératrice, pour ne pas qu'elle soit renversée et que ce soit le cousin ou je sais plus qui soit mis dessus. Voilà. Donc pour moi, c'est... en fait, il n'y aurait pas eu de raison de changer de régime. Enfin, du moins. On aurait pu avoir un changement de régime à la fin d'Erethilia tome 1 en disant voilà, on repart avec quelque chose de neuf, il n'y a plus d'exploitation des mages, et voilà, un nouveau régime, hop, on passe à la République, donc il n'y a plus d'exploitation des mages.
tu viens très clairement de le dire. Justement, avec la fin de l'abolition de l'esclavage aux États-Unis, eh ben, c'est pas parce que les esclaves ont été affranchis qu'il y avait plus d'oppression systématique des anciens esclaves. Donc en fait, on aurait changé de régime, mais quelque part, s'il y avait eu de la place pour encore de l'oppression, il y en aurait eu encore eu. Tu vois, c'est pour ça que je dis que c'est moins la question en fait, que la question se pose pour l'ensemble des régimes. Parce qu'on pourrait avoir une république avec un tyran Non, je suis voilà, d'accord. qui Ça, rétablisse je suis d'accord. l'esclavage des élémentalistes. Voilà. Oui. Non, là-dessus, c'est vrai que tu as raison. En tout cas, je vois Merima dans le chat qui dit: je n'ai pas développé cet aspect-là, mais à culpa. Il me semble, Merima, qu'on avait discuté, que tu avais dit que de toute façon, tu n'aimais pas les intrigues politiques, que c'était pas du tout ta cam. Et en vrai, je comprends. Et en fait, à titre personnel, je crois que moi, sans forcément rentrer dans l'intrigue politique, j'aurais aimé voir ce que être en position de pouvoir fait à Keria. J'aurais peut-être aimé l'avoir un peu évolué par rapport à ça, peut-être l'avoir, je sais pas, plus vigilante ou plus fatiguée ou plus, tu vois. J'aurais aimé voir un changement vis-à-vis d'elle à minima, tu vois, Ouais. sans Oui, ça, forcément je suis parler d'accord. de. Voilà, je pense que j'aurais aimé voir ça. Mais surtout, en plus, après 20 ans de règne, quoi, parce que on le rappelle que l'assassinat est une cause de mort naturelle dans les monarchies et les empires. Hein, donc, normalement, elle aurait dû, alors peut-être pas virer zinzin full parano, mais quand même, il y a de la protestation. Donc, il y a forcément des tentatives de meurtre, etc., qui auraient pu changer sa personnalité. Hein. Quand on frôle la mort, notre personnalité, on est à jamais transformé. Hein. Voilà, donc on aurait pu voir ça, et on aurait pu voir justement aussi s'il y avait eu quand même à la marge, sans forcément un changement de régime complet, des petits changements dans l'Empire, que ce soit plus forcément la structure qu'on connaissait dans Eretilia tome 1, mais que ce soit une autre structure qui était amendée avec 2-3 éléments complémentaires, des choses supprimées. Là, c'est vrai qu'en fait, dans Eretilia tome 2, de la vision de l'Empire et de l'impératrice, on aura eu une structure étatique qui n'est pas développée et que Merima n'a pas souhaité développer, mais on aura surtout eu une impératrice en deuil, finalement, dans la grande N'a pas majorité du livre. souhaité, n'a pas souhaité, n'a pas eu le temps, hein, aussi. Il Oui, faut voilà. savoir que, Et puis, voilà. c'était pas vraiment le propos. Voilà. Ouais. Voilà. Donc, la seule, finalement, image qu'on aura eue, ou du moins, moi, si je devais résumer Keira sur le tome 2, bah, c'est une personne en deuil. Voilà. Oui, c'est vrai. Donc, Mais ça donne pas trop le loisir de développer sa personnalité. C'est dommage parce que ça aurait été bien, mais en même temps, bah, le deuil avait toute sa place et qu'elle ressente pas le deuil, bon, ça aurait été compliqué. Mais voilà, on aura eu une personne en deuil qui s'est renfermée sur elle-même et sur ses sentiments pendant une grande partie du bouquin, qui fait qu'on n'aura pas la réponse à ces questions. Et tu vois, je vais passer à la question suivante. Et j'aurais juste envie de donner un exemple. Ezran, dans Le Prince Ouais. Dragon. Bah voilà, tu vois un personnage qui arrive au pouvoir et sans forcément qu'il vire ma boule ou quoi, tu vois quand même l'impact que ça a sur lui. Et en fait, je demandais pas. Je sais que moi je suis une anarchiste, je parle du principe que. Parce qu'en vrai, je parlais de la République plutôt que la monarchie, etc. Mais oui, tu peux avoir une République complètement corrompue où il y a de l'esclavage dans une République, c'est pas la question. C'était juste pour dire que faut voir c'est quoi la volonté qu'il y a derrière, parce que moi, je pense que remplacer un chef par un bon chef, ça n'existe pas. Il n'y a pas de bon chef, tu vois. Par contre, si c'est pas ton sujet, si c'est pas un truc que tu veux développer dans ton histoire, voilà. Et je sais que Merima a la référence du Prince des Dragons. Et bah, prenez juste le cas d'un personnage comme Ezran, qui est voilà, qui est dans des situations où on peut pas dire que le fait de devenir roi, ça ne change rien à sa vie, et en même temps, on peut pas non plus dire que je ne demande pas aux gens de faire automatiquement des leaders corrompus dès qu'ils sont au pouvoir. C'est plus complexe que ça et c'est pas grave. Mais je donne des billes à la réflexion. De toute façon, Merima nous dit dans le chat que ça lui donne tout plein d'idées pour des tomes compagnons. Donc j'ai envie de dire let's go. Et on passe à la question suivante, qui est un peu plus légère peut-être. Le Tatours, la Reine Scorpion, les Dracules, les Dragos-souris, le Bestiaire, toujours cool.
Ah bah encore une fois, je vais avoir une réponse franche et puis ce sera globalement la même que dans le tome 1, hein. J'ai adoré le bestiaire. Voilà, c'est un Ah bestiaire ouais, ouais. avec et je vais reprendre ma réponse du tome 1, hein, enfin du premier débrief littéraire. C'est un bestiaire qu'on peut facilement identifier avec toutes les références de l'heroic fantasy qu'on a, voilà, avec cette petite part où on peut imaginer des détails qu'on n'a pas en notre possession, qui fait que ça rend le truc très vivant et finalement très personnel. Voilà, on peut imaginer des caractéristiques sur certaines créatures, mais qui sont propres à notre imagination, et c'est vraiment cool. Et en plus, il y a vraiment, et là encore une fois, c'est bien joué, parce qu'il y a vraiment, on sent que Mérima, hein, elle a l'habitude d'écrire, quoi, que c'est pas une bleue qui vient de commencer, c'est que sur le bestiaire, on a comment je peux dire, qu'on a bien respecté l'idée du fusil de Tchekhov, que quand on parle d'un élément, eh ben, il finit par revenir, ou du moins qu'il n'y a pas un truc qui débarque d'un coup parce qu'en fait on a oublié de l'expliquer 15 chapitres plus tôt. Non, là en fait on sait Mhm. en avance des éléments qui peuvent être intéressants, qui peuvent jouer un rôle dans la suite de l'aventure, notamment par rapport au sang de Tatours. Oui, 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 voilà. Bon, clairement, l'animal le plus développé dans ce bestiaire, dans ce tome-là, c'est le Tatours. Hmm. La reine scorpion est quand même. Ah ouais. Ah, la reine Ouais, ouais. scorpion, dis donc, elle m'a tenu en haleine, hein. Ouais, ouais, ouais. C'était très cool. Moi, de toute façon, je trouve que l'une des grandes forces d'Eretilia, c'est vraiment ça. Et de toute façon, j'ai envie de dire, sans surprise, ça fait partie des trucs qui sont à la base de la volonté d'écriture de Mérima. Elle écrit parce qu'elle a envie de raconter son lore, et c'est ça qui l'intéresse dans Eretilia. Bah, ça se sent parce que quand il y Hmm. a des éléments de lore, typiquement, voilà, les bestiaires, et ben on a du plaisir, quoi. Et moi, vraiment, j'ai kiffé. Ouais, moi j'ai Hmm. kiffé. Et je trouve Ouais. que je trouve que voilà, c'était super cool. Et je sais même pas si toi t'as eu un préféré, peut-être la Reine Scorpion, de ce que je comprends. Mais Alors, mon préféré, ouais, oh, franchement. Ah, allez, la réponse. Oula, merde. Bah tiens, je viens de perdre mon dragon. La réponse, elle est facile si tu me connais bien. Si je te demande ok, quel est l'animal mythologique, enfin mythologique, ok. fantastique Et que je ben tu sais préfère. quoi, on se la réserve pour la dernière question. On Ah, dit rien, ça on y se est, la réserve pour la dernière je question. sais ce que tu vas me poser comme question maintenant. Ok. Donc, il nous reste 3 questions, hein. Et la prochaine question, Sophia, Mirel, Ravi, des persos secondaires bien exploités. Ouais, moi j'ai trouvé en fait que à la fois il laissait de la place aux personnages principaux, et en fait à certains moments j'avais même l'impression qu'on aurait pu presque les considérer comme des personnages principaux, notamment Ravi avec son histoire d'infection au sang de Tatours, Bah, c'est le plus qui... développé. Oui, voilà. Et vraiment, j'avais vraiment l'impression qu'il y avait plus que deux personnages principaux. Donc, clairement, moi, je les ai trouvés bien exploités. Le fait qu'ils forment leur petit groupe l'espace d'un instant pendant quelques chapitres pour aller arpenter le monde, et ça faisait presque finalement une sorte de road trip. Voilà. En fait, c'était plus un voyage en amoureux qui allait le devenir, mais c'était un road trip d'amis, bon, qui avait quand même une mission. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Le fait qu'il y ait de l'espace pour développer chaque personnage secondaire, au point, comme je te dis, d'en faire presque des personnages principaux. Et vraiment, moi, ma sympathie va pour Ravi. Clairement, c'est celui que j'ai le plus apprécié des personnages Mm. secondaires de l'ordre des Nora. Bah, moi, à titre personnel, j'ai complètement zappé ces persos, hein. Vraiment. Ah ouais. Sophia, Mirel, ouais. En fait, c'est même arrivé à la fin où quand t'as Sophia et Saphoria qui sont en train de se rencontrer, et je crois que c'est plus ou moins la fille et la mère qui sont en train de s'affronter. J'étais en mode, ah bon? Ah Genre, ouais. c'est un bail. Ouais, j'étais en mode, c'est un bail dans l'histoire, ça? Parce que moi, j'étais vraiment en mode, je Ah. suis passé, mais ouais, vraiment, Ah ouais, alors, non, c'est parce peut-être que moi là, qui tu suis. vois, et justement sur l'idée que je savais où on allait aller, j'attendais qu'une seule chose, c'était l'affrontement entre la mère et la fille. Oh là là, mais j'attendais ça avec impatience. Je me disais, mais ça va être épique, ça va balancer tellement de punchlines, ça va insulter les grands morts, hein. Ah ouais, non, j'étais hypé, hein, vraiment. Et j'ai Ouais, pas été alors que déçu en moi, plus, hein. c'était un petit rappel du tome 1. Bah, peut-être, hein, Mérima. Moi, vraiment, alors tant mieux. Bah, comme quoi, je suis contente de voir que c'est juste moi qui suis conne. Donc, Non, personne n'est con. On a, on a, si, si, nos, si, on a si. nos sensibilités différentes.
Parce que dans ce cas-là, moi, je suis con aussi de t'avoir posé la question, c'est qui Johan? Ah! Ah, ah! Oui, voilà. Bah après, chacun ses conneries, j'ai envie de dire. Ah Mais merde, donc tu l'assumes. OK. Merde, parce que j'allais dire, te v'là bien baisé, mais finalement, en fait, c'est moi qui suis baisé. Merde. non, mais t'inquiète. Mais bon, moi, ouais, voilà. Donc, Merci Merima. de toute façon, mais exactement, je plus sois ça se lit, chacune ses expériences, etc. et ses références. Moi, bah, de toute façon, je l'ai déjà dit à Merima. Je pense qu'il me manquait 100 pages dans ce tome, notamment 100 pages d'exploration plus psychologique. Que prendre plus son temps, ça aurait été pas mal. Mais de toute façon, ça sert à rien de parler. Ça sert à rien de passer 3000 ans dessus, etc. Donc je passe à la suite. Avant-dernière question. Je ne réécrirai pas l'histoire. Il n'y a pas de souci, Merima, je ne te demande pas. Oh, il n'y aura de pas un le faire. director's cut? Oh. La question suivante. Lacio, Dage, Alder, quid des méchants? Ah, les méchants. Eh ben, Oui, j'ai trouvé le développement des méchants bien plus intéressant dans le tome 2 que dans le tome 1. On en avait déjà parlé en disant que voilà, comment il s'appelait là, l'empereur? C'était Alder? Non? Messim? Non. C'était Arin. Arin, voilà. Oui, Alder, c'est le frère. J'ai trouvé le personnage, bon bah voilà, c'est le méchant, voilà, il a ses raisons, mais c'est le méchant et tout. Là, j'ai trouvé, alors autant Alder, bon, clairement, il reprenait un petit peu les caractéristiques de son frère, donc on voit bien le lien de famille entre les deux. Il a ses convictions, il se bat pour elle, il part en guerre civile même pour ses convictions, il rallie des personnes à sa cause, mais vraiment, les petits sous-fifres justement d'Alder, eux, je les ai trouvés très intéressants puisque on est dans la logique de, eh ben en fait, chacun pense faire le bien pour ses propres raisons et que finalement, c'est pas tant la fin qui importe que les moyens qu'on emploie. Et là, j'ai trouvé l'écriture des personnages très intéressante. Voilà, en particulier Dage et l'utilisation de ses pouvoirs, les doutes qu'il a sur son rôle dans ce réseau donc de contre-révolution. Voilà, non, j'ai trouvé ça très intéressant. Le fait en plus qu'on en ait plusieurs, parce qu'avant on n'avait que Arin qui était vraiment, et un petit peu Alder à côté, mais on avait vraiment juste Arin. Là, en fait, des méchants, en fait, on en a partout. Et à partir du moment où on a le coup de trahison, en fait, moi, j'en venais à me poser la question, mais qui est gentil, qui est méchant? Et ça, c'est intéressant. Parce qu'en fait, on se disait, qui va trahir? Est-ce que telle personne va pas trahir un moment? Est-ce que en fait il n'y a pas d'autres infiltrés? Est-ce que à l'inverse il n'y a pas des gentils dans les rangs des méchants qui vont révéler aussi leur rôle à un moment? Voilà. Et du coup c'est intéressant parce que en fait tu te poses des questions sur les intentions plus que sur le rôle gentil méchant. Je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que ça fait très. En fait, ça fait marrer, ça fait très Puy du Fou quand on y réfléchit parce que c'est un peu la contre-révolution versus la révolution et toute l'espèce d'imaginaire Philippe de Villiers sur les chouans, etc. Mais en vrai, ça aurait pu être marrant hein, d'aller encore plus à fond là-dessus et d'avoir fait d'Alder et compagnie en fait vraiment voilà des espèces de gens qui se prennent pour des héros d'un ordre passé, tu vois, qui étaient esclavagistes, mais bon, c'est pas grave, tu vois. En vrai, ça aurait été marrant de développer comme ça, je pense. Moi, Lacio, je l'ai bien aimé, évidemment. Je trouve que c'est le plus intéressant. Dage, bah, t'as peut-être commencé le tome 3, donc... Bon. Voilà, j'en dis pas plus sur Dage. Alder, il faisait un peu Arin bis, hein, vraiment. Oui, effectivement. Ouais. Mais de toute façon, pour moi, je vais pas être original parce que moi j'ai dit mon perso préféré c'est Johan, qui clairement pour moi les enterre tous et c'est une méchante. C'est pour ça que je l'ai pas mise dans la question parce que j'ai fait un long développement sur Johan par le passé, mais clairement pour moi le perso qui rehausse complètement toute la sauce des méchants dans ce tome, c'est Johan, il y a aucun doute là-dessus. Même si bon l'évasion d'Alder. D'ailleurs, bon allez, on arrive sur les deux dernières questions. La question qui en fait deux questions. Simplement, ça va être ce cliffhanger et la mort d'Olerian.
Voilà, j'ai vraiment. Ouais. On termine par la fin et le début en même temps. Voilà, mais je veux dire, vas-y. J'ai posé la dernière question. À toi je te laisse dérouler. Attends, c'est quoi ta question? Bah c'est ça. Alors c'est une double question. La partie de la question c'est ce cliffhanger. Et la première partie de la question, et la deuxième partie de la question c'est et la mort d'Olériane. Ah oui, ah bah, la mort de Lériane. Bah, en vrai, je vais un petit peu reboucler avec ce que je disais. Je m'attendais pas à vivre une aventure 20 ans plus tard. Je m'attendais à vivre l'aventure tout de suite après. Donc déjà, en fait, dans le prologue, déjà, j'étais complètement déstabilisé. Et en plus, quand est arrivé la mort de Lériane, ouf, j'étais pas prêt. J'étais pas prêt. Jusqu'à la fin, j'ai cru qu'il allait survivre, qu'il allait se passer quelque chose, une retraite, presque. J'en souhaitais presque arriver au Deus Ex Machina, tellement je m'étais attaché à Olériane dans le tome 1. Et voilà, et je hurlais contre le livre, je disais, mais il faut qu'il survive, il peut pas. Il est en train de se battre contre tout ce qui, pas bloqué, mais tout ce qui, comment dire, le retenait dans le passé, l'archétype des démons qui le rongeaient. Il peut pas mourir, c'est un gentil. Donc forcément, le but c'est qu'encore une fois, il apprenne de ses erreurs pour grandir. Bam, coupé en deux. Allez hop, voilà. Et bah ouais, et je vois dans les commentaires, ma correctrice m'a détesté à la lecture du prologue. Bah on la comprend, hein. Et en vrai, pour beaucoup de gens, Olériane, c'est leur préféré du tome 1. Ah mais oui. Moi, c'est un perso que j'ai beaucoup aimé. Et vraiment, je trouvais quand même, à minima, on peut le dire, c'était audacieux de commencer son tome 2 avec ça. Mais moi, je trouve que c'était c'est un très bon Oui. début de tome. Ça, Oui, en fait voilà, parce que ça te met directement dans le bain et c'est vraiment dommage que j'ai mis autant de temps à accrocher parce que vraiment avec un tel début, eh ben en fait normalement j'aurais dû rester accroché, mais bon il y avait des circonstances qui faisaient que j'étais pas constamment concentré dans la lecture des premiers chapitres et il aura fallu un autre cliffhanger pour que ça m'attache définitivement au tome 2. Mais voilà, en fait, fallait oser tuer le personnage préféré un peu à la Game of Thrones, quoi. Voilà, finalement, puis dans l'idée, d'entrée, quoi. D'entrée de voilà, jeu, quoi. dans l'idée que personne n'a de plot armor, l'idée que voilà, en fait, comme c'est un personnage que les gens aiment ou qui doivent avoir une destinée formidable, eh ben ils sont invincibles à tout ce qui se passe. Eh ben non, personne n'est Alors, invincible, personne n'est immortel. Olériane le premier. Alors, j'aurais pas non plus dit les persos ont pas de plot armor. Je veux dire clairement si, nos deux persos principaux ont une plot armor, mais c'est pas grave. Oui, mais ceux Euh, qu'on considérait comme les personnages principaux du tome 1, et donc oui, dans l'idée où le prologue nous met dans la peau d'Olériane, ouais. où on se dit donc on revient, Olériane est donc un personnage principal du tome 2, bam. Eh ben non, nique ta mère. Non, ça c'est l'armure légendaire des Nora. Mais moi, franchement, ouais, meilleur pour moi, meilleur. Fallait oser, un et des meilleurs là-dessus moments c'était du brillant. tome 1, voilà. Donc voilà. Et puis d'ailleurs, on sait pas vraiment c'était qui la personne qui aidait Alder quand il était en prison et tout. Donc moi, voilà, ça laisse un peu spéculer. Ah, Est-ce que c'est c'était vrai. Johan? Est-ce que c'était Johan? Est-ce que c'était des gens, le réseau d'âge? On sait pas vraiment. On sait pas vraiment, mais bon, voilà, c'est pour moi les meilleurs moments du tome 2, c'est vraiment ça. Et donc, allez, ce cliffhanger! Alors, j'ai plusieurs, entre guillemets, cliffhangers qui me viennent en tête, donc pour être sûr de parler du bon, est-ce que tu peux me définir auquel tu fais référence? L'épilogue. L'épilogue avec Dage dans Ah le oui, 3. oui, d'accord, oui. Ouais, alors là, franchement, bah, disons que... et ça fait le raccord. Comme j'ai lu la 4e de couverture du tome 3 et que je sais où on va, bah du coup, avec l'épilogue du tome 2, ça raccroche bien les wagons. Disons qu'en fait, il faut vraiment lire les 4e de couverture avant de lire un bouquin. Alors, j'enfonce peut-être des portes ouvertes hein, quand je dis ça, mais pour moi, c'était quelque chose qui n'était pas acquis. Mais n'empêche que oui, le fait qu'il arrive chez les barbares, qu'il soit finalement accueilli... difficilement, mais accueilli quand même parmi eux dans le Naramaid. Oui, c'est ça, le Naramaid, oui. Et que en plus,
Eh ben, Yakar, il est pas tout seul. Il y a une petite dragonne de glace qui est présente aussi là-bas. Bah, franchement, ouais, je l'avais pas vu venir parce que autant Yakar, il fait parler de lui voilà, depuis le tome 1. C'est presque à se demander si les premières lignes du tome 1 sont pas consacrées à Yakar. Et là, la petite madame, elle sait cultiver la discrétion, hein. Voilà, je crois qu'on sait même pas son nom d'ailleurs à la dragonne. Je sais pas, ouais, je sais plus si on sait, ouais, en effet, mais enfin, en fait, moi, quand j'ai vu l'épilogue, je me suis dit, et c'était un sentiment que j'avais à la fin du tome. Parce que, rappel, à la fin du tome 2, il y a encore une histoire, un bail de femme enceinte, hein. Ah Alma tiens. est enceinte à la Ah fin. mais Mais oui, oui, c'est vrai, bah oui, 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 oui. Tiens, tu vois, ça m'avait pas Et plus. donc, et donc, et Anna, le dragon, apparemment, de Merima, Et Anna. de la fin du tome 2. Et en fait, moi, je vais dire un truc vis-à-vis de ça. Quand je suis arrivé à la fin du tome 2, je me suis dit, ok, en fait, le tome 2, son vrai intérêt, c'est de préparer le tome 3. C'est de mettre en place le tome 3. Et moi, c'est vraiment ce que j'ai ressenti à la fin du tome 2. Et cet épilogue, pour moi, c'était vraiment ça, quoi. C'était vraiment le moment, par définition, qui nous disait, voilà, le moment important, ça va être le tome d'après. Alors, je dis pas que ce qui se passe dans le tome 2 est pas important, est pas intéressant, est pas cool à lire, etc. Mais vraiment, c'est le sentiment que j'ai eu à la fin de ma lecture du tome 2. Je me suis dit, ok, en fait, c'était un tome qui préparait le 3. Ok, je vois ce que tu veux dire. C'est pas l'impression que j'ai eue. Moi, au contraire, j'ai vraiment eu l'impression de ce fil d'Ariane qui relie les trois tomes, en particulier donc avec l'épilogue du tome 2 qui relie bien au tome 3. Voilà. Mais j'avais pas l'impression de, en fait, tout ce qu'on a vu, c'était uniquement pour le tome 3. Non, pour moi, le tome 2 avait bien sa place dans la chronologie, puisqu'en plus, Bah oui. et j'en dirai pas plus, mais il y a à peu près autant d'intervalles de temps entre le tome 1 et le tome 2 qu'entre le tome 2 et le tome 3. Donc, pour moi, c'est Après, vraiment n'empêche pas l'autre, hein. une trilogie où les éléments sont liés. On est vraiment dans la trilogie Enora, si je puis dire, voilà. Où il y a un espèce... de toute façon, j'ai pas encore lu. Je sais pas si toi, t'as lu le tome 3. J'arrive dans le dernier tiers. Ok, d'accord. Mais moi, je sens venir effectivement que le tome 3 va essayer de répondre à des questions qu'on se pose depuis le tome 1, qu'on avait laissé un petit peu de côté, mais voilà, où ça va sortir la carte des révélations finales, mais pas seulement sur le tome, comme font le tome 1 et le tome 2, mais sur l'entièreté de la trilogie. Je sens venir les grandes révélations finales là-dessus. On verra si j'ai raison ou pas, justement, s'il y a de la prédictabilité ou pas. Mais pour moi, le tome 2, il a vraiment sa petite histoire et que le tome 3, je sais qu'il va pouvoir s'en démarquer de ce point de vue-là. Mais de toute façon, j'ai envie de dire ce que je viens de dire, ça n'invalide pas ce que tu dis, dans le sens où, quand je dis le tome 2 est là pour préparer le tome 3, bah en fait, préparer le tome 3, c'est une action en tant que telle, c'est une utilité en tant que telle. Je veux dire, quand bien même vous seriez pas d'accord avec moi que c'est l'utilité principale du tome 2, en tout cas moi c'est le sentiment que j'ai eu à la fin, hein, ça veut pas dire qu'il avait pas sa place. Je veux dire, si je passais du tome 1 au tome 3 sans passer par le tome 2, justement, je comprendrais rien. Parce que le tome 2 est là pour moi, remettre vraiment les enjeux, je dirais, clarifier les enjeux tels qu'ils seront dans le, j'ai envie de dire, ce qui s'annonce un peu comme étant le combat final, puisque de toute façon c'est une trilogie, donc il n'y a que 3 tomes. Donc, mais tu me diras, ça c'est un peu la malédiction des deuxièmes tomes, hein. La malédiction du deuxième tome aussi, c'est d'être le... Comment est-ce qu'on peut dire ça, l'intermédiaire, quoi. Après, bon, oui, ce tome 2, moi, à titre personnel, là où je l'ai trouvé faible, c'est que je goûte pas au monomythe. Et effectivement, que les deux personnages principaux, à mon sens, avaient peut-être des trajectoires non seulement peu prévisibles, mais aussi un peu lisses. Et pour moi, c'était vraiment ce que moi j'appelle les faiblesses de ce tome 2. Pour le reste, j'ai dit ce que j'ai aimé. C'est intermédiaire de toute façon. Oui, voilà, par essence. Mais parenthèse, moi, mon film de la trilogie Seigneur des Anneaux de Jackson préféré, c'est le 2. Hein. Donc, comme quoi. Oui, voilà, et les pour deux beaucoup de tours gens, qui est excellent, oui. et pour beaucoup de gens, leur préféré de Star Wars, première trilogie, c'est le 5. Oui, c'est vrai. Ouais. Donc voilà, c'est pas du tout le problème. Moi, je vous ai dit vraiment ce qui
pour moi, constituent les faiblesses du tome 2. Après, je vous ai dit les forces. Johan, qui pour moi est un véritable éclair de joie dans ce tome. Les méchants, notamment avec la mort d'Olériane, directement t'as envie de les détester, donc c'est cool. Le bestiaire qui s'enrichit et qui est super sympa. Le fait qu'on change de personnages principaux, en vrai, moi, je crois que je préfère ça plutôt que de s'accrocher aux vieilles branches, même si, les jeunes, on les aime, on les aime pas, mais je veux dire, je pense que j'aurais pas aimé voir Shoban prendre la vedette, par exemple. Même si, c'est un perso que j'avais beaucoup aimé dans le tome 1, j'aurais pas aimé la voir prendre la vedette dans le tome 2, quoi. Donc, et puis on a quand même un combat cool contre une reine scorpion qui donne envie de le voir en jeu vidéo, en fait, envie de le faire en jeu vidéo. Clairement, carrément. Ce combat-là. Vraiment, j'ai envie de dire, on sent la meuf qui a joué à des jeux vidéo. Voilà, c'est vraiment raconté comme un combat de boss avec. Franchement, ça c'était un. Enfin voilà, il y a vraiment plein de moments cool dans ce tome 2. Mais je trouve quand même que le cliffhanger, il nous dit vraiment, accrochez-vous à vos slips, le tome 3, ça va envoyer du lourd, avec donc le meilleur argument qu'on peut faire pour ça, un dragon de glace. Voilà. Je veux dire, voilà, tu peux difficilement faire plus aguicheur. Surtout pour des fans de dragons. Alors là c'est shut up and take my money. Ouais. Sachant que moi j'aime bien les dragons. Je pense pas que je sois aussi stan de dragons que toi et Merima. J'aime quand même beaucoup les dragons. Je trouve que un dragon dans une histoire de fantasy, ça restera toujours super cool. Et une bonne invitation à lire la suite, en tout cas, ou même à commencer une histoire. On te dit, voilà, on commence, il y a un dragon. Moi, je suis contente. Vraiment, là, je suis d'accord avec toi. Shut up and take my money. Après, il se trouve qu'il y a des gens, il y a des histoires qui tournent que autour des dragons. Alors, il y a Eragon, mais il y a aussi les Royaumes du Feu, etc. Enfin, il y a vraiment... il y a le Prince des Dragons, etc. Enfin, et voilà, le dragon s'est vraiment imposé comme la figure, et en même temps, j'ai envie de dire, on s'en lasse pas, ça reste cool, on est contente de les voir. Écoute, continuons de faire des dragons. En l'occurrence, moi, du coup, j'arrive dans le tome 3, en tout cas, j'arrive à la fin du tome 2, et je me dis, ok, le tome 3 s'annonce bien. Et je donnerai mon avis sur le tome 3, en même temps que toi, lorsqu'on se fera notre petit podcast débrief du tome 3. Carrément, ouais. Ce qui arrivera, peut-être dans un mois, je dirais, à vue de pif. À peu près, ouais, je dirais le temps de le finir. Je table sur 3 semaines comme pour le précédent. Donc là, en plus, j'ai vraiment tardé parce que ça faisait presque 3 semaines déjà que je l'avais fini, le tome 2. Donc en vrai, peut-être qu'on peut se caler ça début février quand je l'aurai fini. Alors, c'est pas pour autant que je vais me forcer à accélérer à lire parce que sinon, c'est sûr que je vais avoir du mal à rentrer dedans. Parce que je suis encore dans la phase, là, je dois être au chapitre 2 ou 3. Vraiment dans la phase où il faut que je m'accroche pour rentrer dedans. Je veux pas reproduire les mêmes erreurs que dans le tome 2. Mais en tout cas, oui, avec plaisir. De ouf. Et à titre personnel, tu vois, ça m'a donné un peu envie de continuer ma lecture, sachant que de toute façon, il fait un temps de chiotte à Caen. Je ne vais pas sortir de chez moi, en tout cas pas tout de suite, ça c'est sûr. C'est un temps à rester bien au chaud, bien enfermé. Donc, écoutez, je partirai peut-être bien pour me lire Eretilia tome 3 en raccrochant de ce live. Au Havre aussi, c'est déprimant. Plein de force à toi, Fraise Acide. Est-ce que vous avez aimé ce petit live podcast, Vous nous dites. Moi, en tout cas, je vais être transparente avec vous. Toujours un plaisir et clairement, ça a été plus rapide que la première fois, peut-être aussi parce qu'on a pris nos repères, etc. Mais est-ce que tu as un mot de la fin à dire concernant Eretilia tome 2 ? Un peu un bilan. Un bilan d'Eretilia tome 2, ça va être mon ressenti. Et comme tu disais tout à l'heure, puis je vais me permettre, parce que ça me démange depuis tout à l'heure, je vais faire un petit laïus, je vais mettre ma casquette de formateur, je peux pas m'en empêcher. Quand tu disais que voilà, c'est ton ressenti de comment tu as trouvé le cliffhanger du tome 2, que tu as peut-être tort et tout, voilà. En fait, dans la formation, et ça je m'évertuerai toujours à le dire, il y a les faits,
il y a les opinions et il y a les sentiments. Les sentiments, ils sont propres aux personnes, on ne peut pas les en empêcher. La façon dont tu as vécu le tome 2, tu as le droit de l'avoir vécu de telle façon. C'est ton droit, c'est ton ressenti, c'est ton expérience. Personne ne peut dire non, t'as pas le droit de l'avoir ressenti comme ça. Voilà, je faisais un petit laïus par rapport à ça tout à l'heure où tu disais ah bah je sais pas si les gens vont être d'accord avec toi. Les gens n'ont pas à être d'accord avec toi sur ton ressenti de quelque chose. C'est ton expérience, elle t'est propre et c'est à toi de définir si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Je vais terminer le tome 2 justement, puisque je fais la part belle aux ressentis, aux expériences et aux faits, en disant que moi c'est un tome sur lequel j'ai eu du mal à accrocher, mais qui finalement m'a tenu en haleine à partir de la seconde moitié du livre, et que je regrette pas, mais alors pas un seul moment de l'avoir lu, puisque clairement il m'a tenu en haleine et j'ai qu'une hâte, c'est de dévorer le tome 3. Je me rends compte que la lecture, eh ben, il faut des conditions spécifiques pour moi, pour que je m'y intéresse, des conditions que j'avais pour le tome 1 et qui ont fait que j'ai pu m'immerger comme je le souhaitais pour le tome 1, que j'ai eu du mal en fait à retrouver dans le tome 2. Je pense notamment à des nuisances de voisinage qui faisaient que c'était compliqué de se plonger dans la lecture du livre. En tout cas, ça m'a appris une chose, c'est que rien n'est acquis au niveau de mon plaisir de lire et que je dois le cultiver à chaque livre que je lis. Et ce sera le cas pour Eretilia tome 3. Je ferai en sorte d'avoir les meilleures conditions de lecture pour avoir la meilleure expérience possible et donc le meilleur ressenti. Eh ben nickel, j'ai Voilà. envie de te dire, est-ce que les gens dans le chat, alors moi, je sais pas qui tu as toi comme Pokémon dans ton équipe. Moi là, je vois chez moi, j'ai Kimi, j'ai Fraise Acide, j'ai Saumon Sacré, j'ai Kuro Kenji. Ah, moi j'ai Bah, Merima et Saumon Sacré. Ah ouais, Saumon Sacré, elle est bistream. ouais, bah Saumon Sacré, elle est mis en mute pour pas se spoil, je l'ai dit. Ah oui, c'est Mais, vrai. voilà, est-ce que ça vous a plu ce petit live? Est-ce que vous avez aimé? Et pareil, les gens de YouTube, n'hésitez pas. Parce que je pense que Sassil et moi, on aime bien juste discuter. Ouais. Et c'est vrai, moi, ça me fait gaulerie. Puis en plus, on a vraiment des points de vue. On a vraiment le point de vue formateur et le point de vue philosophe. Du coup, ça me fait rire. C'est hyper intéressant de voir à quel point nos points de vue sont des fois similaires, des fois différents, mais qui arrivent toujours à s'imbriquer pour en faire ressortir quelque chose de plus. Moi, je trouve ça vraiment beau, nos débriefs littéraires. Hein. Ah ouais, mais en tout cas, là vraiment, j'ai kiffé. Et comme moi, hier, comme je disais, j'ai fait un live lecture où je lisais un roman dont vous êtes l'héroïne, un livre dont vous êtes l'héroïne à tendance érotique. Je pense que je vais essayer de continuer de faire des lectures, des live lectures Point du Feu, vraiment, les gens, si ça vous intéresse. Et peut-être qu'un jour, je ferai un audiobook où je vous lirai Eretilia, ça pourrait être une idée. Ou peut-être qu'on pourrait se faire ça ensemble avec Cécile. Et c'était exactement l'idée que j'étais en train d'avoir. Oh là là, ce serait fantastique. On ferait des voix, etc. Je sais Ah pas. là là, comme dans Phoenix Wright. Ah là là là, j'aurais plus de voix à la fin, mais je ne regretterai absolument rien. Mais d'ailleurs, j'en profite pour dire pour la VOD YouTube, vu que Bazar des Faits a commencé à aborder la question, n'hésite pas à me dire si ce live t'a plu. Et sur la question que Bazar des Faits m'a posée, à savoir si je pense faire des concepts de lecture, si toi tu as des idées de format de lecture ou des suggestions à me proposer, n'hésite pas à me les mettre en commentaire, puisque je prends toutes les propositions, voilà, à partir du moment où elles sont développées et expliquées. Donc n'hésite pas à me faire des propositions, je les lirai volontiers, je lis tous les commentaires. Voilà. Tout à fait. Et ouais, franchement, c'était hyper cool. Je vous remercie tous les gens qui étaient dans le chat. Et bon, évidemment, on remercie Merima qui est quand même l'autrice d'Eretilia. Donc, encore une fois, si le roman vous intéresse, procurez-le vous. On vous mettra les liens dans les descriptions. Attention, je relance mon sort de lecture. Non, c'est par là. Voilà, c'est ça. Vous allez tout à fait, vous allez les acheter et puis hop. Alors, ce qui est marrant, vraiment, je le relis, mais sur mon live, mais oui, c'est fantastique. Ça me fait vraiment rire. Mais, ah oui, et surtout, voilà, nous, on aime le jeu de rôle, on aime la fantasy, et on aurait plein d'autres choses à se partager. Merci à vous deux encore une fois. Je dois vous quitter pour le goûter, mais je pense que on va faire pareil. On va aller goûter. On est sur la fin, nous aussi, ouais.
Ouais, des gros bisous Mérima, Mm. bisous à Fraise Acide, bisous à Kimi, bisous Mm. à Saumon Sacré, merci à tout le monde d'avoir été là. Et la grosse chèvre, si tu es resté, merci pour avoir aidé à lancer le stream. Et puis merci à toi Saslil, c'était hyper sympa. C'était vraiment cool. Merci à toi aussi. Merci pour ces questions qui me permettent, moi, de préparer ce que je vais dire. Parce que moi, si tu me demandes de brut en blanc, qu'as-tu pensé de ce livre? Alors qu'avec les questions, bah alors là, voilà, je pars en mode fleuve et on peut presque pas m'arrêter. Il n'y a que toi qui as le secret d'arriver à m'interrompre pour pouvoir placer tes questions pour la suite. Mais franchement, c'est ça qui fait le sel de ces débriefs littéraires. Il faut bien servir à quelque chose. Bisous à ce soir, je pense, nous dit Kimi. C'est vrai, à 21h, normalement, moi, je serai là pour streamer du Stradivarius. On va reprendre notre composition de live, de musique pour la campagne du commerce jeu de rôle, le Curse of Strahd. Et on va attaquer un gros morceau, a priori, ce soir. Donc, on se retrouve à 21h, la team. Nous, Saslil, on se retrouve à minima, je pense, dans un mois pour le prochain débrief littéraire. Et peut-être qu'on se fera d'autres aventures. Carrément. Et bah du coup, moi je vais en profiter pour mettre fin à la VOD de YouTube. Donc YouTube, si ça t'a plu, comme je te l'ai dit, n'hésite pas à commenter. N'hésite pas à mettre un pouce bleu pour montrer si ce contenu t'a plu, mais aussi à t'abonner et à mettre la cloche pour pouvoir suivre les prochaines aventures, que ce soit en compagnie de Bazar des Fées ou avec d'autres personnes. Voilà, oula, l'image est floue, c'est pas grave, on va dire que c'est une fin un peu pétée. Merci YouTube d'avoir suivi cette VOD. On se retrouve bientôt pour de prochaines aventures. D'ici là, porte-toi bien, amuse-toi bien. Ciao YouTube. Moi je lance le raid